Bonsoir à tous. Désolé pour la coupure. C'était pile au moment où Michael nous expliquait comment avoir des millions et des millions en immobilier. Et vous avez tout raté. Bon, on va reprendre. Alors, on va refaire une petite intro. Oui, Quentin, ça marche pas sur YouTube. Alors, en fait, je recommence comme d'habitude, comme si on recommençait le live avec comment je vais dire, les recommandations d'usage. Là, vous êtes sur Instagram. En fait, il y a un décalage entre vous et nous. Donc, pour que vous puissiez nous voir et parler avec nous, il faut que vous acceptiez qu'il y ait ce petit décalage. Donc là, dans quelques minutes, il va y avoir la vidéo sur YouTube. Je suis en train de rafraîchir à ce propos d'ailleurs la chaîne. Et je peux d'ores et déjà vous dire que… Alors attendez, je vais vous le dire en temps réel. Mais normalement, voilà, ça y est, on est en ligne. Rebonjour Nicolas, est-ce que tu peux me confirmer que ça fonctionne? Et moi, je vais rafraîchir rapidement et je vous confirme que nous sommes bien en direct sur la chaîne YouTube. Donc ça y est, on est tout bon. Salut Gabi, tout le monde est en train de revenir. Désolé pour le contretemps. Je suis donc avec Michael. Bonsoir Michael. Michael qui est bloqué. Décidément, ça ne va pas marcher ce soir, je sens. Alors la connexion est nickel. Mais je ne suis pas sûr, du côté de Michael. Bon, c'est pas grave, on va attendre qu'il nous rejoigne. Il va me rappeler ou je vais le rappeler. Donc, je vais un petit peu vous expliquer sans lui, le temps qu'il revienne. Michael, donc, on s'est connus. Je vais vous refaire un peu l'intro, le temps qu'il nous rejoigne. J'ai connu Michael, Michael m'a connu, donc je l'ai appris au début du live au travers de ma chaîne YouTube. À la suite de quoi, il m'a découvert par… ça y est, il revient, ne vous inquiétez pas. Il m'a découvert par… Ça y est, tu es là. Ça va marcher, ça va marcher. Oui. J'étais en train de refaire notre historique. Tu m'as découvert ensuite par le podcast, donc YouTube, le podcast. Après, tu es rentré via un programme et à partir de là, on a commencé à échanger. Et te voilà, ce soir, le but, c'est donc de partager notre passion. C'est ce que l'on disait tout à l'heure. Tu nous as rapidement expliqué, je vais refaire l'intro rapide pendant le petit quart d'heure qui a sauté du coup. Tu nous as expliqué que tu étais infirmier libéral, que tu avais des entreprises, que tu étais investisseur immobilier. Et je vais te reposer la question que je t'ai posée donc tout à l'heure. Tu nous as expliqué aussi, donc du coup, tu avais acheté un petit appartement parce que tes parents t'avaient quand même conseillé de faire de la RP. Tu avais payé cet appartement 35 000 €, tu l'as rénové. Aujourd'hui, cet appartement, il est loué ? Oui, il est loué depuis au même locataire depuis que je suis sorti de la maison, nickel. Pas une fois un coup de fil, rien. Le loyer tombe tous les mois. Après, c'était une petite maison mitoyenne que j'ai rénovée quand même comme une RP, donc j'y ai mis du goût, de la qualité. C'est vraiment ultra qualitatif, même avec le recul et avec la formation que j'ai maintenant et avec ce que je loue aussi en comparatif. Je suis vraiment pas cher. Donc, elle serait vraiment, elle serait vraiment folle de partir ailleurs avec ce qu'elle a et ce qu'elle paye. Ouais, je comprends. Ben, tu vois, ça montre que ça fonctionne en fait. Et toi, tu rentres dans tes frais, j'imagine. Ah oui, de toute façon, c'est payé. Le bien est payé. Ah voilà. C'est la chance que j'ai eue quand même. Si tu regardes dans les conseils de mes parents, faire un crédit court, alors peut-être c'était, il fallait pas s'endetter, il fallait faire un crédit court. Mais au jour d'aujourd'hui, ce bien est payé en fait, et ça joue quand même dans la balance. Ça fait la diff. Il n'y a pas beaucoup de gens, et peu importe le bien d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des mecs qui sont là à faire des remarques sur les valos, etc. Il ne faut pas le voir comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se targuent ou qui peuvent se targuer d'avoir soldé des biens, et ça joue dans la balance quand tu vas voir les banquiers. Ça montre que tu vas au bout des projets, que tu les commences, que tu les termines et qu'il y a du répondant derrière. Ça, c'est bravo à toi en tout cas. C'est vraiment intéressant. Alors, tout à l'heure, en fait, donc t'expliquais que tu étais tout le temps dans une courbe, que tu cherchais en fait à tout le temps grossir. Ce qui est intéressant et ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que je demandais quand on a été coupé. Quel est ton but derrière tout ça? Et tu disais des choses hyper intéressantes par rapport à un comptable. Donc, comme on a été déconnecté, si tu veux bien recommencer, quel est le but derrière toute cette démarche d'investissement qu'il y a? Avoir le choix. Avoir le choix. Le choix de dire oui, le choix de dire non, le choix de dire écoute, j'ai pas envie de bosser avec toi. Écoute, ce projet-là, j'ai envie de le faire. Quelque chose qui m'anime, j'y vais parce que j'ai l'argent. Un gros projet qui m'anime, j'ai l'argent. Et j'en ai marre parce que mon métier d'infirmier est quand même un métier très
physiquement, psychologiquement dur, j'arrête. Un jour, je dirai à ma femme, je dis, écoute, maintenant j'arrête. J'ai suffisamment de loyer pour vivre de mes investissements, ou je peux faire une reconversion professionnelle parce que je peux me permettre d'avoir pendant 3-4 ans pas de source de revenus parce que j'ai travaillé en amont pour ça, avoir le choix. Ça, c'est clair. Le jour où j'en pourrai plus, et chaque année, c'est le degré de difficulté psychologique de côtoyer de la maladie, les décès, etc., et de toujours un peu plus grand. Donc moi, je pense qu'avant 50 ans, je ne travaillerai plus comme infirmier. Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est un facteur que je ne mesure pas. Tu es au contact de grandes peines. Et humainement, ça doit quand même t'affecter, en fait. Là, on ne parle pas d'argent, mais ça doit être pas facile. Et je comprends pas, je sais pas si quand tu croises des infirmiers libéraux ou des choses comme ça, tu vois le caducée sur la voiture. Il y a des gros 4x4, il y a des grosses voitures, il y a des souvent, voilà, on gagne bien notre vie, mais on est payé à l'acte aussi. Le matin, je me lève tôt, le soir, je me couche tard, j'ai des papiers à faire, etc. Mais moi, j'utilise ces bilans comptables, ces bons bénéfices pour justement lever des fonds, emprunter et me mettre en sécurité. Et je brûle pas tout dans une maison avec une piscine, avec des voitures, avec des voyages à 5 000, 6 000 euros la semaine. Je capitalise là-dessus pour toujours garder ce même train de vie, même le jour où je bosserai pas. D'accord. Je bosserai plus dans ce secteur-là. Je ne ferai jamais rien, mais je pense que je ferai une reconversion professionnelle. Oui. Rudy, et je suis meilleur dans d'autres choses. Je le sais, je le sais. Ouais, tu as un potentiel qui est en toi que tu veux exploiter. Oui. Rudy nous fait la remarque en nous disant que infirmier libéral, c'est un bon revenu. Est-ce que tu penses que ça joue dans ta capacité d'emprunt, dans ta capacité à lever des projets immobiliers? Bien sûr. Et je répondrai à ça parce qu'un infirmier m'a dit aussi la même chose, un infirmier qui travaille à l'hôpital. Donc, je pense qu'en moyenne, il doit gagner entre 1009 et 2100 par mois à peu près. Et il me dit, c'est plus facile pour toi avec ton salaire d'infirmier libéral. Je dis oui, mais Yannick, il s'appelle Yannick, il fallait le faire il y a 4 ans, sortir de ton statut de fonctionnaire, prendre un congé sans solde, mais c'est clair. prendre 0 € et aller toquer aux portes des médecins et leur dire, écoutez, j'aurais besoin de patients. Et au début, pendant 3 mois, gagner seulement 30 € par mois. Fallait le faire. Mais oui, maintenant c'est plus facile. Mais j'ai pris les relevés de compte avec ma femme et on a regardé combien de temps on pouvait tenir sans source de revenus. Alors j'ai commencé au mois de mars. Mars c'était difficile, avril c'était difficile. Et au mois de juillet, j'avais déjà le salaire que j'avais à l'hôpital en travaillant, par contre, 7 jours sur 7. Fallait le faire du lundi au dimanche. Je touillais mon café le matin. C'était un éternel recommencement. Et donc, effectivement, maintenant, c'est facile, mais j'ai mis les actions en cohérence avec ce que je voulais. Derrière tous les revenus, se cache quelque chose, en fait. Il y a une responsabilité, des actions, comme tu dis, que tu as menées. Et effectivement, après, quand le revenu est là, les gens ont tendance à juger le résultat. Mais pour l'obtenir, tu as fait ce qu'il fallait. Tu l'as très bien et très justement dit. Et je tenais à préciser aussi, j'ai pris la formation 10 millions après la lecture de ton livre. Parce que c'est dans la lecture de ton livre que je me suis complètement identifié à toi. Et dans les exemples que tu donnais, avant de créer mon cabinet, j'ai fait des remplacements de libéral quand même pour voir si ça me plaît. D'accord. Je travaillais à Strasbourg parce que je suis originaire de l'Est de la France. Je ne suis pas passé de l'hôpital à tout de suite création de mon cabinet. Je suis passé de l'hôpital à remplacement dans des cabinets et ensuite création. Une fois que j'avais suffisamment de bagages et que j'étais suffisamment en confiance, j'ai créé mon cabinet. Mais j'ai travaillé pendant 6 mois dans un cabinet. Je gagnais en moyenne 2500 € net par mois. Au lieu de me prendre un appartement à Strasbourg, j'ai dormi sur un matelas Décathlon dans le cabinet pendant 6 mois pour économiser des frais d'essence, des frais de logement, etc. Mais pendant ces 6 mois-là, j'ai mis 10 000 € de côté. Ce qui m'a permis aussi, quand j'ai acheté mon bien, j'ai acheté l'année d'après, la banquière, elle a dit 24 ans, vous avez autant d'argent de côté. C'était facile, en fait. Ça commence à devenir maintenant un peu plus compliqué parce que j'ai plusieurs projets en même temps et c'est des montants plus élevés. Mais jusqu'à présent, moi, c'était facile. Mais pourquoi? Parce que j'ai quand même gardé cette éducation que j'ai dit au début de la vidéo de mes parents, il fallait économiser. Et je pense pour commencer, c'est primordial d'épargner. Ouais, d'avoir en tout cas l'argent devant soi et d'agir en conséquence. C'est ça. Oui. Au début, ton but, c'était d'avoir le choix. Est-ce que c'est toujours le même but aujourd'hui? Parce que est-ce que tu n'as pas le choix aujourd'hui, par exemple? Non, pas encore. Donc ça veut dire que tu as défini un seuil.
je pourrais vivre comme toi, mais je serais trop stressé, je dormirais moins bien, tu vois. Beaucoup de monde me disent, mais tu travailles encore comme infirmier? J'ai dit oui, c'est ce qui me permet de dormir correctement et c'est ce qui me permet d'avoir un profil bancaire aussi top. Je veux dire, quand tu as 8 années de bilan derrière toi, infirmier libéral, le scoring bancaire, ça cause quand même. Et j'ai d'autres projets, il y a d'autres personnes qui me demandent d'investir avec eux, etc. Donc ça me permet quand même d'avoir une assise financière plus sérieuse. Et en même temps, je suis pas prêt encore pour l'instant d'arrêter ça. C'est un cabinet que j'ai créé, c'est un business que j'ai créé. Ouais, c'est pas facile. Il y a des business. J'ai vendu un business déjà que j'avais créé en 2014. C'était le moment de le vendre. J'aurais peut-être même dû le vendre plus cher il y a un an avant, mais en tout cas, psychologiquement, c'était facile pour moi de le céder. Au jour d'aujourd'hui, ça c'est impossible pour le moment. Il y a de l'affect avec ton cabinet de patientèle, c'est ça? Ouais. Oui. Et puis, parce que c'est une gestion de 22 patients, et en même temps, c'est quelque chose que j'ai vu grandir, comme ton premier immeuble que tu rénoves, etc. Quoi. Comme on a déjà eu des discussions tous les deux. Pour l'instant, il y a des biens que j'ai déjà dans ma tête, que je sais déjà que je vais vendre, mais il y en a d'autres, c'est impossible. Là. Il y a trop d'affect. Pourtant, c'est pas bien, hein, je le sais. Hein, on a déjà discuté. Voilà. Mais je pense qu'il faut déjà aller step by step. Et tous les biens, par exemple, sur Strasbourg, comme ils sont éloignés de chez moi, je sais que c'est ceux-là que je vais vendre en premier, par exemple. Il y en a d'autres. En plus, il y en a, j'ai fait tellement de bonnes affaires, il y a tellement de cash flow que même si je vais prendre la plus-value, mais pour le moment, voilà. Ouais, tu ne le vois pas autrement. Ouais. Qu'est-ce qui te bloquait quand tu as commencé? Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui commencent ou qui sont au début du processus. Il y a même des gens qui pensent qu'ils sont très avancés alors qu'en fait, ils sont au début du processus. Quand tu te remets au début du processus, c'était quoi ton plus gros blocage? La peur. La peur de l'inconnu parce que je ne l'avais jamais fait. Donc, parce qu'en plus, quand moi j'ai acheté la première fois que j'ai mis en location, j'ai mis 3 appartements en location dans le même mois. D'accord. Du coup, ma RP, plus l'immeuble que j'avais acheté où il y avait déjà 2 lots, il y avait 2 lots à louer. Donc, au total, j'ai loué ma RP plus les 2 lots. Et en fait, c'était trop facile. Quand j'ai signé les baux et quand j'ai pris les RIB, quand j'ai eu les virements, je me suis dit, mais en fait, c'est pas compliqué. Donc là, ça a enlevé une peur. D'accord. Et d'aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup sur mon mindset. On en a parlé avant en côtoyant d'autres investisseurs avec un peu plus de biens, avec plus d'endettement, etc. Je suis allé à des séminaires, j'ai été speaker à des séminaires. Et ben, même il suffit que je sois au téléphone avec toi une heure au téléphone, ça débloque des choses, en fait, parce que t'es déjà aux 3-4 crans au-dessus. Donc, en fait, tu dis, mais il y a juste à faire les choses. En fait, maintenant, ce que je fais, je prends les choses, j'ai une vision long terme, mais j'ai une vision aussi court terme. Et je règle les problèmes un après l'autre. Je pars du principe que je règle tous les problèmes un après l'autre dès que je peux et qu'il n'y a pas de façon il y a pas de risque que ça ne marche pas. Donc, j'ai plus de peur. D'accord. J'ai plus la peur que j'avais au début, elle a disparu. Donc, la peur que tu avais au départ, elle a été réglée par l'action, on est d'accord? C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui... toujours... Ouais, vas-y. Je dis toujours aux gens, passe à l'action parce que ça te permet d'arrêter de gamberger, de te dire ouais mais il y aura peut-être ça, mais tu t'en fous, agis, tu verras. Et si le problème, si tu vas avoir un problème le matin, tu règles, le soir tu vas te coucher. De toute façon, nous investisseurs, entrepreneurs, on se couche le soir en ayant réglé 10 problèmes, on se réveille le matin, on a 12 de plus, des nouveaux. Il faut nouveau les régler. On les règle et le lendemain on en a d'autres. C'est comme ça. C'est la vie d'un investisseur et d'un entrepreneur. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui me bloque, ce qui me bloquait, si tu veux, il y a encore 2-3 mois, c'est de voir des projets à 500 000 et de me dire j'ai pas assez de cash, la banque me suivra pas, etc. Ça, c'était les blocages que j'avais il y a 2 mois. Et maintenant, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai discuté beaucoup avec toi, j'ai discuté avec d'autres personnes. Maintenant, j'y vais. Un immeuble affiché à 600 000, 700 000 avec encore 300 000 de travaux, j'y vais. Et je vais à la banque. Et puis, si la banque me dit non, j'irai chercher un associé. Ou alors, je laisserai tomber. Mais j'y vais cette fois-ci. Ouais. Un immeuble de 12 lots, j'y vais. Vas-y. Comme ça, en plus, quand je signe chez le notaire, j'y vais, mais pour de bon cette fois-ci. Ouais. Comme tu vas m'expliquer. Quand tu rembourses un mois de crédit, c'est peut-être des fois des 2500, 2000 €. C'est mieux que des 300 ou 400 €. Et tu fais un coup, mais t'en fais un gros.
Et cet immeuble-là peut presque te filer ta retraite à la fin, si tu le gardes, par exemple. On est complètement d'accord. C'est sûr que, en plus, selon comment tu raisonnes et à tes besoins financiers, plus c'est gros, moins tu auras besoin de multiplier les investissements. On est d'accord. Si tu veux, les deux derniers biens, j'aurais dû signer le compromis avant le confinement, je l'ai décalé parce que je pense que je vais pouvoir renégocier et refaire une offre à la baisse s'il y a une chute de l'immobilier. C'est pour ça que j'ai pas voulu signer le compromis pendant le confinement. Et un autre bien que j'avais visité il y a 1 an, j'avais sondé un peu l'agent immobilier et il m'a dit que c'était pas négociable à ce point-là parce que c'était une liquidation. Il m'a rappelé pendant le confinement, il m'a dit bon là, les banques, faites-moi une offre. Ces deux biens-là, à l'époque quand je les avais visités la toute première fois, je voulais les faire avec des associés. Et les deux, je les fais seul. S'ils partent, je les fais seul parce que je sais que je peux le faire. Ah mais oui. Ces blocages-là, je les ai débloqués. Alors au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'ai des blocages? Ouais, j'ai un blocage de vider un peu plus mon compte en banque, mais j'y travaille aussi. Voilà, j'ai une épargne de sécurité. Un autre de mes formateurs avec qui j'ai appris beaucoup dit que je considère ça comme un doudou. Et c'est vrai qu'il faut que j'apprenne et je l'ai pas fait encore, mais c'est 2020, normalement c'est prévu, de casser mon PEL et d'utiliser des petits 10 000 par-ci, des petits 10 000 par-là d'apport. En fait. On va dire que sur ce point-là, on se rejoint. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qui pour toi a été le déclencheur de ces blocages? Alors tu l'as dit un petit peu, discuter avec d'autres investisseurs, bon ça c'est une chose. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui te viendrait, que tu pourrais partager avec nous, qui t'a aidé à passer ces blocages? Pour un simple débutant, dans un premier temps, c'est d'épargner. En parallèle d'épargner, se former, en parallèle de se former, aller côtoyer physiquement des investisseurs, leur poser ne pas avoir peur de poser la question sur ses craintes, même si sa question, il va se dire merde, je pose peut-être une question bête, mais non, parce que l'investisseur qui a 5 ans peut-être d'avance sur lui, il va lui dire mais moi il y a 5 ans j'étais comme toi et j'ai fait comme ça, ça va gamberger dans la tête et il va se dire ouais mais lui je suis pas plus bête que lui, je vais le faire aussi, etc. Et passer à l'action. Après un moment il faut passer à l'action. Et moi je dis toujours 1000 annonces, 100 visites, 10 000 visites, 1000 annonces, non 10 000 annonces, 1000 visites, sans offre, et il y en a une qui passe. Ah oui, c'est obligé. Tu fais des offres massacrées, tu sèmes. Chris Chapouleau disait toujours on sème, on est cueilleur, on sème des graines, et puis un jour il y en a juste une qui pousse, et tu auras fait une affaire. Parce que derrière, tu auras massacré le prix. Je passe le bonjour à Chris. On aurait pu se rencontrer cette fois-là. On avait ce vecteur on s'est raté, mais une autre prochaine fois. Alors bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur Insta, sur Facebook. Rejoignez-nous sur YouTube. Hein, j'insiste parce que c'est là que vous verrez Michael. Alors moi j'avais pas prévu. Tout à l'heure quand on a eu les coupures, tu m'as fait un petit peu rappeler une chose que j'ai envie d'aborder avec toi. Qu'est-ce que tu penses du coup des séminaires, des formations? Il y a tout et son contraire. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Moi, je vais dire que je suis plutôt pour au final quand même. J'aimerais bien en discuter avec toi rapidement parce qu'on va pas faire du débat de toute la soirée. Est-ce que toi, ça t'a aidé quoi? Voilà, c'est ça. On va commencer par ça déjà. Alors rapidement, effectivement, exactement comme tu dis, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Les gros à 4 000 euros, c'est à 4 000 personnes, 5 000 personnes, j'y mets pas les pieds. Pour moi, c'est du marketing. On essaye plus on te motive, tu sors de là-bas, tu es motivé, mais on essaie plus de te vendre après les formations qu'il y a derrière. Par contre, des petits séminaires à 60, 70 qualitatifs, avec des recrutements de speakers aux petits oignons. Et quand tu es 60 dans un événement, tu peux parler à tout le monde. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'étais intervenant dans 3 séminaires, on était 70 maximum et 50 minimum. C'était génial. Écoute, j'ai passé le week-end là-bas. Chris, c'était le mieux. Il nous a fait venir le vendredi matin. On a passé toute la journée ensemble, les speakers. Le samedi, dimanche, avec les participants. La nuit du samedi au dimanche, tous les participants sont restés. On a resté jusqu'à 1h du matin à discuter, projet après projet. Donc, moi, c'était très enrichissant. Après, les gros événements, je dis pas qu'il faut pas y aller parce que si tu vas, tu vas créer du réseau avec les autres participants. Mais c'est impossible de vouloir y aller et de dire je vais parler aux speakers. S'il y a 3000 personnes, les speakers, tu les vois pas. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. J'y aurais jamais pensé, tu vois, de cibler les petits séminaires pour être en contact avoir plus de proximité avec les membres de ça. J'y aurais jamais pensé. Écoute, simplement, il y a maintenant des grands ponts du web entrepreneuriat et des formateurs immobiliers avec qui j'ai pu discuter pendant presque 1 heure, parce qu'en 2016 et en 2017, ils allaient à des petits événements.
D'accord. Et je peux dire que maintenant, je les connais, je peux leur serrer la main parce que j'ai passé des fois. Et moi, souvent, les soirées VIP, ça aussi, restez tard le soir, prenez la soirée VIP parce que c'est là où vous pouvez jusqu'à 4h, 5h du matin. Et moi, j'ai fait jusqu'à 4h, 5h du matin avec des grands formateurs qui sont maintenant sur le net avec 120 000 abonnés sur YouTube. Mais parce que j'y suis allé sur les petits et c'était encore des petits séminaires. D'accord. Donc, moi, privilégié. Bon, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, j'y aurais pas pensé. Bon, alors, on va revenir au sujet de départ. Voilà, question que tu m'as un petit peu soufflé. Si Objectif Riche, il y a du son, il faut que tu viennes sur YouTube. Voilà, je vous invite vraiment à aller sur YouTube. Mais voilà, oui, je vais aussi répondre. Julien, je sais, il faut que je me remette à faire des séminaires, mais là, pour l'instant, c'est pas j'ai ça en tête, mais c'est pas ma priorité. Posez des questions d'ailleurs. Vous posez des questions à Michael et on y répondra à la fin. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. N'hésitez pas, vous posez des questions et à la fin, on va y répondre. Alors moi, je voudrais te demander quelle est ta plus grosse réussite et ton plus gros échec pour un peu faire la part des choses et pour rappeler un peu à tout le monde. Je suis très friand des gros échecs, mais c'est vrai qu'on a besoin de réussite aussi pour, tu vois, se gargariser, enfin non, peut-être c'est pas le bon mot, mais pour se galvaniser, pardon, et avancer. Donc ça serait bien d'avoir un petit peu comme ça les deux pendants que tu estimes être ta meilleure réussite et ton pire échec. Donc, pour cadrer la question, c'est dans le monde entrepreneurial et investisseur. Immobilier, l'investissement. Immobilier. Là, on est entre investisseurs, c'est vraiment ça. Immobilier. Mon plus gros échec, pour le moment, au niveau immobilier, il y a rien qui me tire vers le bas. J'ai toujours réussi à avoir des biens à fort potentiel. Peut-être l'immeuble où je suis actuellement, que j'ai acheté, que j'ai surenchéri. Alors là, c'est pas de l'investissement rentable, hein, mais le bien sur le net le lundi, visiter le mardi, soi-disant, tu sais comment qu'ils disent les agents immobiliers, 5-6 personnes qui sont intéressées. Effectivement, il y avait des personnes intéressées, mais à l'époque, c'était en 2015, j'y croyais un peu plus, j'ai un peu flippé. Et au final, après, il faut aussi voir si les gens ils ont le financement, etc. Mais du coup, c'est un héritage, j'ai chopé le fils. Je suis allé voir, donc j'ai court-circuité l'agent immobilier. Le fils est en train de vider la maison. Quand je suis allé dans l'immeuble, et j'ai dit, écoutez, je vous donne 4 000 € de plus que le prix affiché, mais vous retirez Après, voilà, c'était dans un contexte bien particulier parce qu'il y avait le local au rez-de-chaussée qui me permettait de mettre mon cabinet infirmier en place. Donc, voilà, j'ai surenchéri, mais parce que j'en avais vraiment besoin. 4 000 balles, pour moi, c'est pas de la surenchère. Hein. C'est quand même c'est raisonnable. Hein. Ça m'a permis de l'avoir et parce il commençait à jouer un peu, ouais, mais j'ai encore des visites, nanana. C'est un échec parce que d'habitude, moi, je tire les prix vers le bas. Je suis un gros négociateur. Ouais. Comme dit, je fais énormément de volume, donc ça me passe au-dessus de la tête si on me traite de con parce que mon offre, il est à moins 50%. Je m'en fous parce que j'en ai 15 d'autres qui attendent. Mais du coup, mon échec, mon premier bien, j'aurais peut-être dû me créer déjà une team d'artisans en parallèle en même temps que je faisais les travaux avec mon père. J'aurais peut-être dû faire venir des mecs aussi, les payer de temps en temps. J'aurais gagné de 2 ans, je serais passé à 6 mois, je pense, de travaux. Donc, mais c'était pas ma RP. Je continuais à vivre soit chez mes parents, soit sur un matelas dans mon cabinet infirmier, soit chez ma compagne à l'époque qui elle était locataire. Donc, j'avais pas, moi, de double loyer à payer, je payais le crédit. Voilà. Tu l'absorbais autrement. Un échec au niveau immobilier, et je touche du bois, je touche du bois. Pour le moment, c'est pas trop des échecs, quoi, si tu veux. Mais, ouais, voilà. J'ai fait un crédit de 12 ans, mais si tu regardes, après, je l'ai renégocié à 8 ans. Mais si tu regardes maintenant, c'est un bien qui vaut 100 000 € qui me crache 480 € par mois. Donc, c'est pas un échec non plus. Non, c'est sûr. Avec le recul. Mais voilà. Et ma plus grosse réussite, alors là, j'espère que c'est à 5 minutes parce qu'il faut que je te la raconte. Ah, mais vas-y, mais attends, de tout cela. J'avais acheté un immeuble dans mon village via un agent immobilier qui faisait beaucoup de ventes, qui était beaucoup mandaté par des mandataires judiciaires pour des ventes en liquidation. Et du coup, j'ai fait une très bonne affaire. La fois là, j'avais acheté 200 € du mètre carré, l'immeuble. Donc, tu penses bien que cet agent immobilier, je l'appelle le lundi et je l'appelle le vendredi. Tu vas pas oublier. Tu le tiens au chaud, quoi. Et le vendredi pour qu'il m'oublie pas pendant son week-end. Et du coup, il me fait visiter un appartement à Strasbourg. 64 000 €, 47 mètres carrés. 67 000 €, c'est à peu près le prix d'un studio à Strasbourg. Hein. Mais c'était là un F2. C'était un F2 de 47 mètres carrés. Donc, il me dit, voilà, le prix est déjà correct, nanana. Par contre, une famille a problème à l'intérieur. Ils étaient à 6 dans 47 mètres carrés, payaient plus depuis 2 ans, donc en liquidation. Donc, une famille en liquidation, mais propriétaire dedans. Vraiment, bon, je visite. OK.
Je dis, je peux négocier. Elle me dit non. Et on a une relation très claire. S'il me dit non, je négocie pas parce qu'il me dit, il a déjà sondé le mandataire. Il m'avait vendu un immeuble à 200 € du mètre carré. Je lui faisais confiance. Je fais une offre, mais dans le compromis, je rajoute juste une phrase. Je rajoute cette phrase que je laisse 6 mois aux habitants pour sortir, sinon je me retire de la vente. Et je savais qu'il y avait déjà une offre qui avait sauté auparavant, parce que l'agent immobilier m'avait dit, un gros investisseur strasbourgeois, parce qu'à ce prix-là, lui, il payait cash, sauf qu'il le voulait vide. Et la famille ne sortait pas parce que c'était une famille turque, ils avaient énormément de mal à trouver un logement, parce que ils ne pouvaient pas s'inscrire sur les logements sociaux de la ville de Strasbourg parce qu'ils étaient officiellement propriétaires, en liquidation, mais propriétaires. Donc, la ville de Strasbourg dit, niet, vous faites le circuit traditionnel, le Bon Coin pour les visiter. Et puis, selon la mère de famille, ils avaient du mal à trouver. Bref, je mets cette clause. Arrivé le 7 décembre 2018, je fais valoir mon droit de retrait, je récupère mon séquestre et je sors de la vente. Je laisse passer 3 jours. Je rappelle l'agent immobilier, je lui dis qu'est-ce qu'il en est. Et c'est un ancien, l'agent immobilier, il a 67 ans, il travaille encore, il est marchand de biens, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le biz, qui comprend l'argent. Ouais, il en a marre, le mandataire, il en a marre, c'est fini, maintenant il le met aux enchères. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle nous fait sauter les ventes en parlant de la mère de famille, c'était un peu elle qui gérait le truc. Elle dit tout le temps qu'elle partait, mais elle partait pas. Alors moi je laisse parler l'agent immobilier. Je me souviens, j'étais chez un patient. J'étais allé dans le salon parce qu'il m'avait rappelé. Et je dis ouais, mais à combien la mise de départ pour le il me dit on va le mettre à 40 000. 40 000, moi je vous re-signe un compromis tout de suite et j'en fais d'une affaire personnelle de la famille. Il laisse un blanc. Souvent quand il laisse un blanc, ça sent bon. Il raccroche. Je rappelle 5 minutes après, il me dit Monsieur Hartheim, faites-moi une offre à 45 avec les frais d'agence encore, etc. Et c'est plié. Et je vous le fais passer. Hein. Quand il dit je vous le fais passer, il me le fait passer. Rappel, et c'était bon. Donc là, tu penses bien, 5 jours après, j'avais le compromis à la maison. Je l'ai lu. Il y avait écrit en gras que j'en fais d'une affaire personnelle. Donc là, par contre, j'ai tout de suite repris contact avec la famille. C'est là que le relationnel est hyper important. J'ai repris rendez-vous avec la famille. Je voyais, hein, ils dormaient dans le salon. Hein, je veux dire, c'était triste. Hein. En fait, c'était le père de famille qui travaillait en Allemagne et qui était payé en liquide, qui est tombé de l'échafaudage, qui était blessé pendant 1 an. Voilà. Avant de ça, ils avaient aussi un kebab bref, il y avait des dettes et puis voilà, ils n'ont pas pu payer. Donc là, par contre, je me dis maintenant, il faut quand même que je vois avec comment je peux les aider pour qu'ils partent quand même assez rapidement, parce que là maintenant il va falloir que je l'achète. Et en plus, il faut savoir que pour tous ceux qui nous écoutent, au jour de la vente, ils deviennent des squatteurs. Oui. Mais ils deviennent des squatteurs qui sont entrés légalement dans le bien. Pas des squatteurs qui sont entrés illégalement. La loi change encore pour ça. Hein. Tu les expulses pas de la même manière que des squatteurs qui sont entrés illégalement. Bon, bref, tout ça. Mais j'étais confiant. Pareil, là, je me sentais bon. Et puis, je lui faisais confiance à la maman. Et c'était impossible qu'ils restent vivre dans cet appartement. Ils étaient trop nombreux dans cet appartement. Il y avait des bébés, etc. Donc là, je l'appelle, je dis oui, on va bientôt faire la vente. Vous avez déjà trouvé un nouvel appartement? Elle me dit, je cherche. Bon, je dis, si vous voulez, je peux vous accompagner pour aller chercher un autre appartement. Je peux vous aider, etc. à chercher dans le bon coin. Et elle me rappelle, quelques semaines avant la vente, parce que j'ai eu la date de la vente, et elle me dit j'ai trouvé, je veux déménager. Et je dis non, pas si vite, parce que le deal, c'était acheter un appartement avec des squatteurs. Si ça venait aux oreilles du mandataire, ça venait aux oreilles du notaire, ou encore pire de la banque, c'était fini les 20 000 € de ristourne. Parce que là, 20 000 €, c'était quand même un tiers du prix, quoi. Hein, je veux dire, c'est pas mal. Du coup, je dis non, mais vous avez le temps, hein. Restez seulement dans le bien, je suis pas pressé. Je signe le 12 juin chez le notaire, donc le notaire stipule bien que j'achète squatté, je dis oui. Elle m'appelle le 18 juin pour me rendre les clés. Paf, légalement, j'ai tout fait. Non, mais bravo à toi. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans le chat, bravo, quoi. Cuisine, elle avait nettoyé, elle avait vidé la cave parce que je m'attendais aussi peut-être à me prendre une semaine pour vider un appartement en copro en plus avec l'ascenseur et tout. Nickel. J'ai fait les travaux,
j'ai enchaîné les travaux. Donc, le 18 juin, j'ai enchaîné les travaux la semaine du 14 juillet. J'ai loué en Airbnb la dernière semaine du mois d'août. Je me suis dit, c'est Strasbourg, c'est mon premier mois sur Strasbourg. Moi, je veux du cash flow à fond. Je le fais en Airbnb. J'ai fait un mois de décembre à un chiffre d'affaires de 3 800 € en Airbnb pour 320 € de crédit. Je suis encore en différé pour le moment. J'ai mis 27 000 € de travaux. J'ai refait l'appartement entier. Je suis assis sur une plus-value de 45-50 000 €. Voilà. Bravo. Ça, c'est ma plus grosse réussite au jour d'aujourd'hui. Bon, les gars, je crois que là, il y a rien à dire. Hein. Là, vous pouvez l'applaudir. Alors, il y a plein de questions pour toi. On va faire une petite pause. Mais bravo, parce que c'est une magnifique histoire. Là, tu sais, j'ai rien à dire. T'en veux, Là, les gars, quand j'entends des mecs qui me disent oui, c'est plus possible de faire des affaires et tout. Alors, ça m'a fait plaisir parce que tu as lâché un 200 € du mètre carré. Donc, ça montre que des fois, il y a des gens qui me disent dans des grandes villes, c'est pas possible et tout. Là, on parle pas d'un truc qui date de ce que tu viens de dire. Comme tu es encore dans le différé, on comprend que tu es dans les 1 ou 2 ans derrière. Les mecs, quand vous entendez ça, c'est pour ça que je l'ai aussi fait venir. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'ils racontent ça parce que je ne la connaissais pas l'histoire. Mais pour qu'on partage des histoires comme ça et que vous voyez que c'est possible. C'est possible. Voilà. Les 200 € du mètre carré, c'est dans mon village. Et là, j'étais à 937 € du mètre carré à l'achat. Une fois la rénovation faite, on doit être aux alentours de 1100, 1200. Mais voilà, je peux vendre le double presque, je pense. Ouais, mais bravo à toi. Écoute, franchement, bravo. On va prendre un peu les questions que j'ai eues depuis tout à l'heure parce qu'elles sont passées. On continuera après parce que j'ai encore des questions pour toi. De toute façon, on est encore là pour une bonne, quasiment 1 heure encore. Il reste, donc vous allez pouvoir poser des questions, vous inquiétez pas. Alors, il y a Gabi qui te demande quel est ton objectif sur 10 et sur 20 ans. Est-ce que déjà tu as une réponse à fournir? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la réponse. Et si oui, 10 et 20 ans, s'il te plaît. Bah, j'y travaille parce que on entend partout qu'il faut se donner des objectifs. Donc, si tu veux, moi, j'avance pareil, projet après projet. Si tu veux, hier, j'ai fait un footing. Je suis passé devant une maison. J'ai vu que la maison était vide, délabrée, à un endroit que je me souvenais plus qu'il y avait cette maison-là. Ce matin, j'ai envoyé un mail à la mairie. Demain, j'ai les coordonnées du propriétaire. Donc, j'ai pas d'objectif absolu. Mais si tu veux, j'aimerais bien taper le petit million dans 10 ans. De patrimoine net. Ouais, de patrimoine net. Cash, portfolio bourse, patrimoine net soldé ou retirer des crédits, 1 million, ouais. Ouais, allez, 10 ans. Et donc, dans 20 ans, c'est moi qui vais répondre, Gabi. Dans 20 ans, t'as compris, il en aura 10, quoi. Ouais. Ça veut dire 54 ans, ça serait sympa. Mais c'est la suite logique, en fait. Dès que tu vas passer le million, en fait, normalement, après, tu vas hésiter parce que ta situation va te faire t'interroger sur est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je continue. Tu as déjà répondu, tu as déjà le profil du mec qui va continuer. Donc là, l'étape d'après, c'est de rajouter un 0, en fait. C'est logique. Ensuite, il y a une autre question que je voulais te poser, que j'ai trouvée rigolote. Attends, je la cherche. Alors, non, celle-là, je la pose après. Une bonne négo, c'est combien de moins, vu que 4000 de plus n'est pas une rallonge? J'ai trouvé amusant le... C'est la seule fois où j'ai fait une offre au prix plus encore de l'argent, où j'ai surenchéri. Mais comme dit, j'avais besoin de ce cabinet infirmier au rez-de-chaussée. Cette maison, elle était faite pour moi. Hein. Quand elle a été mise sur le bon coin, j'ai dit mais putain, et le mec il s'est dit elle était faite pour moi. Donc moi, si tu veux une bonne négo, alors c'est des questions toujours où j'aime bien dire la réponse D, parce que une bonne négo à Paris, c'est peut-être 1% de négo. C'est pas faux. Et une bonne négo chez moi, c'est moins 45, moins 50%. Si tu veux, là, je suis aussi sur une autre négo. C'est une maison, c'est un héritage. Pareil, j'ai cherché les propriétaires. C'est un héritage de 5 enfants. Il reste plus qu'un seul enfant qui a la maison, qui a récupéré la maison, qui veut la vendre. Je sais, via la secrétaire de mairie, c'est pour ça que les secrétaires de mairie, c'est important de les avoir dans la poche. Secrétaire de mairie, déchetterie, etc. Les gens là, c'est des gens, il faut vraiment en prendre soin. Parce que c'est des gens qui peuvent te donner des pépites. Et ce mec-là, dans sa tête, la secrétaire de mairie m'a dit, il a 60 000 €. C'est une maison dans mon village. Il est dans sa tête, c'est 60 000 € le prix de vente. Je lui ai fait une offre à 17. Ça, pour moi, c'est une bonne négo. Et je ne monterai pas au-dessus de 20 000 €. La maison, elle fait 90 mètres carrés. Il y a 100 000 € de travaux. Hein. Mais j'ai une SCI à l'IR avec mes parents et avec mon frère. C'est le prix d'une voiture. C'est le prix d'une voiture. Ouais, mais quand t'as acheté 200 € du mètre carré, tu peux plus après... Tu peux plus. Chaque investissement que je fais, j'ai du mal. Il faut que je travaille sur moi-même parce que j'essaye de chercher les mêmes ratios que j'ai déjà réussi à faire.
Mais des fois, voilà, si tu veux, mon local à Strasbourg, j'achète plus cher que ce que j'ai acheté avec l'appartement que je t'ai raconté. Eh oui. Mais parce que voilà. Mais, Après- mais je reste quand même largement en dessous du prix du marché. Après, là-dessus, on a une petite différence parce que moi, j'arrive quand même. Alors, je suis d'accord avec toi. Quand tu es passé sous les 500 euros du mètre, moi, ça m'arrive et ça m'arrive encore. C'est quand même compliqué de se dire que tu vas payer plus. Mais je m'adapte quand même au marché. Tu l'as très justement dit. C'est-à-dire qu'il y a des marchés où tu peux pas. C'est pas possible. Mais bon, c'est intéressant, effectivement. Ta réponse est intéressante. Alors, il y en a qui veulent savoir. Tu peux dire non hein, si tu veux pas répondre. Il y en a qui veulent avoir une idée du secteur dans lequel tu investis. Julien, en l'occurrence. Alors moi, j'habite dans l'est de la France. Si tu veux, tu prends Strasbourg, Metz et Nancy. Et moi, je suis complètement au milieu. Je suis en voiture plus proche de Strasbourg. Mais si tu veux, là, je vais signer après le confinement, ou peut-être la dernière semaine du confinement, un immeuble à Metz. Si tu veux, moi, c'est 1 heure en voiture, 1 heure Strasbourg, 1h05 Nancy et 1h10 Metz. D'accord. Je suis Tu es au en milieu. Moselle. Tu es au milieu. En Moselle. D'accord. Mais je privilégie, c'est pour ça, les petits villages, 1400 habitants, Ah ouais. 1500 habitants. Moi, si tu veux, j'ai 65% de mon patrimoine dans mon village où j'habite, où je vais en vélo sur les chantiers. Mais c'est un village, école maternelle, école primaire, périscolaire, boucherie, charcuterie, 2 bureaux de tabac, un cabinet de médecins de 3 médecins, une pharmacie. Tu vois, ça veut rien dire un village de 1400 habitants. C'est un village de 1400 habitants où les gens me téléphonent pour savoir si j'ai pas un bien à louer actuellement. Et j'ai quelqu'un là qui divorce, il m'a appelé, il m'a dit t'as pas quelque chose pour moi? J'ai dit non, j'ai tout qui est loué. C'est pour ça que je sais qu'avant d'acheter, et c'est pour ça que je m'oriente aussi vachement un peu, j'ai dans un coin de ma tête le marchand de biens, parce que je pense qu'un marchand de biens, et je pense que tu le sais, il a besoin d'avoir ses clients peut-être avant d'acheter. Ça fonctionne comme ça. Et moi, je pense que j'ai déjà les locataires avant d'acheter aussi. Ouais, je sais très bien, oui, ça ira pour ça. Enfin, il faut avoir son. Quand moi j'achète un bien, je sais tout de suite si je vais louer à une personne, à un couple, à une famille, etc. Quoi. Voilà. Alors, Michael, vous le voyez, Michael, il connaît très bien son marché. Hein. Ça joue, hein, bien évidemment, dans un rapport avec ton marché. C'est très important de bien connaître. C'est une évidence, mais c'est important. Combien c'est pour toi avoir le choix, demande Gabi? 4 000 euros par mois, net. Ok, bon ben voilà, c'est répondu. Ah, donc... J'ai ça de cash flow, j'ai ça de rente. Voilà, je sais que j'ai le choix. D'accord. Pour moi, pour mon train de vie. Pour ton train de vie. Après, peut-être, je vais péter les plombs un jour. Je vais devoir rouler en Porsche. Je vais vouloir partir à Miami tous les jours et j'aurai besoin de plus. Ma femme, ma famille, mes enfants me font garder les pieds sur terre et je l'ai jamais fait. Je sais pas si je commencerai un jour, quoi. Moi, simple, aller marcher en forêt comme j'ai fait hier. Voilà, me poser, faire un barbecue dehors, même me poser juste une couverture par terre, ça me suffit. C'est pas parce qu'on va sur un yacht qu'on est forcément plus heureux. Ah oui, non. Après, le rapport à l'argent, il évolue au fil de la vie. On a tous des rapports différents. Il ne faut pas avoir de jugement là-dessus. Il y a Alex qui dit que tes stories sur Instagram sont super. Alors sur Instagram, alors moi je suis pas le plus actif du monde. C'est si on veut te suivre, c'est l'investisseur boxeur. Voilà, bon voilà, parfait. Et c'est vrai qu'en gros, tous les jours, on sait à peu près la vie que j'ai en suivant en stories. Ouais, c'est vrai que tu fais beaucoup de stories. Moi, je le regarde aussi et tu fais beaucoup de stories. Il y a quelqu'un qui demande. Alors attends, je cherche. Et tout le monde te félicite pour être sorti, pour l'histoire que tu as racontée qui était fabuleuse. Fais-tu d'autres placements hors immobilier? Oui. Depuis 1 an, j'ai créé une holding qui investit dans de private equity en fait, donc des boîtes qui font des levées de fonds avant d'être capitalisées en bourse. Donc j'ai avec 8 associés que j'ai rencontrés en séminaire, dont un que je n'ai jamais vu. Il était au séminaire, après on s'est regroupés. Tu penses bien qu'au début il y a 50 personnes qui veulent investir, mais quand il faut faire le chèque, on arrive à 8. Et donc le mec a pas de photo de profil. Un jour on a déconné sur un Messenger. Je dis moi je sais même pas quitter quoi. Je veux dire t'es mon associé, mais voilà, donc j'investis dans du private equity. Là je suis en train de me créer un portfolio via ta formation aussi, un portfolio long terme aussi. J'essaye le trading. Je me suis déjà pris quelques claques. Psychologiquement c'est assez dur. Mais ça va t'aider pour l'argent. Je pense. Ouais. Là, j'ai perdu 700 € en une journée. Je te dis, j'avais envie de vomir. Mais après, il faut pas que tu t'arrêtes à ça. Après, le trading, moi, tu sais, c'est pas du tout mon cheval de bataille. J'en ai un peu fait à un moment donné. J'ai arrêté parce que je pense que sur là-dessus, on a le même profil.
Mais je pense par contre, quand tu as un rapport comme toi tu peux avoir avec l'argent, ça peut vraiment t'aider. Ouais. Et j'ai deux SAS. Une SAS que j'ai créée en 2014 avec un centre de diététique et une SAS où j'ai racheté un centre de diététique en 2017. Et celui de 2014, je l'ai vendu en octobre. J'ai reçu l'argent la semaine dernière. Donc, il me reste plus qu'une boîte avec 2 salariés. Alors ça c'est intéressant aussi, on va un peu aborder le sujet, j'avais prévu de l'aborder. Tu es aussi entrepreneur parce que tu as créé des sociétés, tu as vraiment un parcours très hétéroclite. Est-ce que, alors tu l'as dit tout à l'heure, alors peut-être que c'était pendant les bugs qu'on a eu, on est désolé encore. Est-ce que pour toi l'entrepreneuriat est réellement pareil que l'investissement ou est-ce que malgré tout tu vois des différences? Je vois une différence dans les salariés. La gestion des salariés. Bon, faut juste mettre une parenthèse. Mes centres diététiques, mes entrepreneuriats, je dépends de mes salariés qualifiés diététiciennes. Les diététiciennes, ça ne court pas les rues. Des diététiciennes qui veulent travailler dans des franchises naturelles, c'est naturel, Ouais. qui veulent travailler dans des franchises, souvent en BTS ou en IUT, ils te disent que c'est la merde, qu'il faut pas y aller. Donc, c'est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Si je devais maintenant refaire un business, ça serait plus une société de marchand de biens, par exemple. Donc, j'allierais le business, plus l'immobilier. Je sais pas. Je suis pas prêt de reprendre une boîte avec des salariés. D'accord. C'est plutôt des freelances, plutôt des je te paye pour un travail, je te donne un compte. Si le travail est pas bien fait, on revoit parce que voilà, il faut que tu refasses. Mais pas quelque chose où il faut presque baisser la culotte alors que c'est toi le patron, quoi. Mais bon, je suis pas du genre à jouer le patron. Mais bon, tu dépends quand même si elle vient pas, si elle ouvre pas le magasin le matin, il y a pas d'argent. Ouais, c'est ça, c'est compliqué quand Donc même. t'es un peu tributaire. Et puis voilà, et puis les femmes sont enceintes, les femmes sont amoureuses, les femmes sont tristes, les hommes aussi. Les hommes aussi. Moi, je travaille qu'avec des femmes, quoi. Et je peux pas me permettre en un claquement de doigts de trouver une remplaçante. Parce qu'après, en plus, il y a une formation de 3 semaines, etc. C'est une grosse organisation. Il y a un problème dans ton business de qualification en fait, qui fait ça. une barrière à l'entrée, qui complexifie un peu le rapport au salariat que tu peux avoir. J'ai un ami qui a 6 salons de coiffure. Il y a une coiffeuse qui part, le lendemain il en a une autre. C'est pas pareil. C'est plus facile quoi, à recruter. C'est marrant parce que dans ce que tu viens de dire, donc tu vois, tu as tout de suite rebondi sur l'immobilier en disant moi je rebasculerai sur l'immobilier. C'est quoi finalement que tu aimes dans l'immobilier? Ça me fait une transition parfaite. Je voulais te poser cette question. Alors, je le sais tout de suite. Là, j'ai eu une livraison de plaques d'OSB, de laine de verre, là, cet après-midi, juste avant le live. C'est orgasmique pour moi quand je vois ça. Écoute, non mais je sais pas si tu le vis de la même façon que moi, mais c'est même antidépresseur, c'est même, je suis pas dépressif, mais c'est même ça psychologiquement, c'est comme quand tu fais pousser, quand tu sèmes du gazon, j'ai semé du gazon, ou quand tu fais pousser une fleur, quand tu rénoves un bien. Tu vois ce que c'était avant et que tu vois ce que tu laisses après. Putain, mais t'es heureux, t'es fier, quoi, tu vois. Moi, souvent, le samedi soir, quand je suis au chantier, je vais me chercher une bière, je fais le tour du chantier, je regarde à quel point ça a évolué et je travaille avec des artisans les mecs, ils ont de l'or dans les mains. Je leur dis régulièrement, je trouve aussi qu'ils sont même sous-payés pour ce qu'ils font parce que un plaquiste, quand tu fais des beaux joints qui peint après par-dessus, un carreleur, quand tu arrives dans la salle de bain et qu'il a fini de carreler, le WC suspendu, la douche à l'italienne et tout ça. Donc moi, c'est ça que j'aime dans l'immobilier. Si tu veux, je cherche quand même, je cherche presque que ça, des biens à rénover. Hein. D'accord. Alors avec son lot d'emmerde, hein, parce que tu découvres, je découvre presque à chaque fois, ça se passe pas toujours comme on veut, alors qu'il faut mettre un peu la main au portefeuille, mais c'est plus simple de négocier aussi quand les biens sont délabrés. Si tu veux, en octobre avec ma compagne, on a acheté un bien neuf. Ça aurait pu être aussi une de mes meilleures réussites. Hein. Acheté 60 000 et il a acheté 60 000 cette année-là et il était acheté sur plan en 2009 110 000. Hein, donc c'est un appartement qui est tout neuf. Un ancien banquier qui a plus de 250 000 euros de dette. Mais si tu veux, c'est pas le même délire. On a changé la paroi vitrée, on a rechangé un peu la cuisine et on l'a meublé et c'est tout. Mais l'appart qui était déjà nickel au début, tu pars pas d'une ruine toute poussiéreuse à un truc super nickel, quoi. Ouais. Donc si tu veux, moi c'est les travaux. Hein. Franchement, c'est les travaux. J'ai respirer la poussière et faire grossir le truc, grandir le machin. Comme ton patrimoine est grandi, ton bien il se rénove. Et après, next, tu passes à autre chose et t'en fais un autre et un autre. Voir l'évolution du travail qui est fait et qui avance et de pouvoir le palper finalement.
C'est ça. Alors rapidement, si tu es sur Insta, sur Facebook, rejoins-nous. Un petit détail aussi, je vous mets dans le chat, pour ceux qui ont le temps, un petit sondage juste pour samedi. Samedi, je vais clôturer, je vais faire le dernier live avant la clôture des programmes. Il y en aura peut-être encore un, mais parce que j'ai des questions. Donc, vous avez juste un sondage pour les horaires, pour ceux qui veulent y répondre. Il y a une question, enfin, 3 choix, une réponse, ça vous prend 2 secondes. Michael, merci. Bon, moi je te remercie d'être venu. C'est super intéressant tout ce que tu nous partages. J'aimerais bien, il y a tout un tas de personnes qui nous écoutent. Likez cette vidéo parce que on est monté à 50 là, il y a quelques minutes et il n'y a pas assez de likes sous cette vidéo. Avec les histoires qu'il nous a racontées, franchement, il devrait y avoir autant de likes que de participants. Aujourd'hui, tu repars, on repart jamais de zéro. Je veux pas faire c'est la question, tu repars de zéro. Aujourd'hui, avec ce que tu sais, tu recommences. L'immobilier, t'as tout vendu, t'as plus d'argent dans les mains, parce que c'est ça qui se passerait. Qu'est-ce que tu ferais différemment par rapport à ce que tu as fait à tes débuts? La première chose. Donc j'ai plus d'argent, donc j'achète 10 gros immeubles la même année en mettant de l'apport pour faire accélérer les choses et pour aller plus vite. Vu que j'ai plus d'argent. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que la question, c'est on recommence jamais de zéro. Et quand on a construit comme toi, comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent, dès que tu as un patrimoine, en fait, même si on te rentre dedans et tu dois le voir, en fait, notre patrimoine il grossit et grandit en même temps que nous. Et plus il grossit, plus pour l'entamer, c'est compliqué. Et donc, si tu devais avoir un choc, il te resterait forcément quelque chose dans les mains. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, tu as un choc, tu dois vendre tout et il te reste de l'argent parce qu'il t'en resterait forcément. Toi, tu te lancerais de suite dans des projets plus gros, en fait, finalement. Oui, avec 20% d'apport pour avoir une acceptation du dossier bancaire plus rapidement, pour closer, si tu veux, 5 immeubles en un an. Et c'est faisable parce que justement, je côtoie, quand on grandit comme ça, on côtoie des personnes qui le font. Toi et d'autres. Je veux dire, je parle avec un mec qui est marchand bien, en 3 ans, il fait 2 millions de résultats en 3 ans. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Et il m'a raconté à quel point c'était dur de vendre son premier bien il y a 6 ans. Ah oui, Mais sans ça, il n'aurait pas pu exploser comme il explose maintenant. Donc, il répétait ce que tu me disais. Hein. J'ai rigolé parce que il te connaissait pas et je lui ai dit d'aller voir ta chaîne YouTube et ton podcast parce que ces mots étaient les mêmes que les tiens, mais c'est des mots de marchand de biens. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, aujourd'hui, tu prends... Alors, maintenant, on parle à quelqu'un qui, lui, n'a pas cet argent. Qu'est-ce que tu lui dirais, du coup? Parce qu'il ne peut pas aller chercher ces biens-là, tu vois. Il ne peut pas tout de suite aller là-haut. Il y a cet écart qui se creuse. Qu'est-ce que tu lui dis, du coup? Tout dépend de son épargne, mais moi, je pense qu'il devrait commencer petit pour avoir confiance en lui. Par exemple, un studio. Je pense aussi qu'il faut se faire mal. Toi et moi, on est des personnes qui ont fait des sacrifices, qui se sont fait mal. J'accompagne une dizaine de personnes à investir aussi. J'ai quelqu'un qui me vient à l'esprit qui a acheté un immeuble de 3 lots, qui était locataire. Le mec, il rénove, il en a loué un, il rénove un autre lui-même et il vit dans le 3e qui est un dépotoir. Ah ouais. Il a tellement bien acheté que seulement un de ses appartements loués lui paye le crédit pour tout l'immeuble. D'accord. Et le mec, il travaille et quand il rentre du travail, il va tout de suite au chantier. Et il me fait des vidéos le soir, il m'envoie sur WhatsApp et je lui dis, t'as tout compris, mec. T'as tout compris parce que ces vidéos-là, ton banquier ne le voit pas, mais il voit ton compte en banque. Donc, il est sorti d'un loyer de 400 €. Donc, en même temps, il n'a plus de loyer et son crédit, si tu veux, il met peut-être 100 € de sa poche, mais et il fait les travaux lui-même et il bouffe du travail. Il m'envoie des fois des vidéos le samedi soir à 23 h parce qu'il est en train de terminer quelque chose. Ce mec, c'est impossible s'il garde ce mindset qu'il n'y arrive pas. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est ça que si je devais leur dire, c'est que à un moment ou à un autre, ça tombe quand même pas du ciel, quoi. Il faut, tu vois, moi j'ai dormi sur un matelas alors que je gagnais bien ma vie. Avant ça, quand j'étais à l'hôpital, j'avais le choix entre prendre un appartement aussi. Mon frère avait un studio à Strasbourg que mes parents payaient. Je me suis dit bon, pourquoi pas squatter chez mon frère. C'était censé être du court terme, ça a duré 3 ans, tu vois. Et j'ai économisé pendant ces 3 ans-là. Mais bon, j'aurais pu aussi vouloir avoir un bel appartement. J'étais infirmier à l'hôpital, etc. Ma femme a mis, j'ai converti ma femme, donc elle a mis les pieds
à l'itérer sur l'investissement, ça fait 2 ans. Elle a dit quand elle voit de ses copines aller faire les magasins tous les mois, elle le fait pas, mais parce qu'elle sait à quel point ça coûte cher d'aller acheter du BA13. Elle sait à quel point ça coûte cher d'aller acheter un canapé pour meubler son appartement. Donc, à un moment, et c'est même plus des sacrifices. En fait, à aucun moment, nous, dans notre famille, on le vit comme un sacrifice parce qu'on a un autre objectif. Et du coup, non, au lieu de s'acheter des chaussures à 250 euros, on s'achète des chaussures à 50 euros parce que derrière, notre argent, on l'utilise autrement, en fait. C'est intéressant parce que là, je vais l'aborder le sujet. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était un vrai sujet. Je pense qu'on va l'aborder. Comment on convertit sa femme? en lui prouvant que ça marche. Ah ouais, d'accord. J'ai la réponse toute faite. Et pareil, une autre personne me vient à l'esprit que j'accompagne. Il m'a dit que quand il a accepté mon accompagnement, c'est un accompagnement sur 1 an, et quand il l'a dit à sa femme, et il a dit qu'il m'avait payé, sa femme, elle avait envie de vomir. Ah ouais. Ouais, qu'il est payé pour être coaché. Hein. Et si tu veux, moi, je pense qu'on a tous besoin d'être coachés. C'est encore franco-français, on a encore du mal avec ça. Aux États-Unis, c'est quand même déjà plus avancé. Moi, je pense moi, personnellement, je devrais avoir un coach sportif, un coach psychologique, un peu pour le mindset, etc. Et un coach immobilier aussi, parce que je pense qu'il nous tire vers le haut, parce qu'il nous donne des challenges. Bref. Et du coup, la première chose que j'ai fait à ce gars-là, je lui ai fait vendre ces 2 appartements qu'il avait très mal achetés. Je crois 2 studios en Alsace, il a fait presque 12 000 euros de plus-value. Alors j'ai dit à sa femme, j'ai dit ta femme, je pense qu'elle vomit plus maintenant. Parce que au prix où je demande, c'est rien comparé aux 12 000 euros qu'il a demandé. Bref, voilà. Donc, et du coup, donc ça, il a réussi à gagner de l'argent et sa femme était open après pour un immeuble alors qu'elle était complètement fermée avant le coaching. Mais pourquoi? Parce qu'il est sorti de chez le notaire avec plus 12 000. Donc il a prouvé à sa femme que ça marchait. Moi, ma femme, elle vit avec moi, donc elle bouffe immobilier matin, midi et soir. Elle voit à un moment ou à un autre le cash flow qui rentre. Elle voit que c'est pas si compliqué que ça. Elle voit que les artisans, il y en a quand même certains qui font du bon travail si tu sais bien les choisir, etc. Qu'il n'y a pas des impayés, etc. Donc elle en 2017, fin 2017, elle a mis elle a dit elle avait mis dans ses objectifs de 2018 qu'elle voulait investir. Alors je lui ai dit, écoute, et elle, par contre, elle est plus administratif, etc. Pas moi, mais moi, c'est plus la négo. Je lui dis, mon prochain bien qui crache, que je fais vraiment une grosse négo, il est pour toi. Et donc, le prochain que j'avais acheté, je lui ai laissé. Elle l'a acheté à 100% à elle, en LMNP, etc. Ouais. Elle fait du meublé. Elle fait même de la courte durée, du coup, parce qu'entre-temps, moi, je me suis un peu plus formé. J'ai eu Sud Strasbourg. Et du coup, elle a dit, je fais comme toi. Et elle fait le ménage elle-même, elle le gère elle-même. Et voilà, là, on est en période de confinement, etc. Mais c'est pareil, c'est toujours pareil. Tout notre cash flow, pour l'instant, on l'a placé. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Nous, le confinement, ça fait chier, mais le confinement, il peut encore durer 6 mois. Nous, il n'y a pas de problème. On peut payer le crédit. On n'a pas fait les wall again avec les 1 000 euros de cash flow qu'on avait pour un bien parce que c'est très fragile. C'est toujours pareil. Plus la rentabilité est élevée, plus le risque est élevé aussi. Voilà. Mais et du coup, maintenant, elle veut enchaîner. Elle veut enchaîner. Donc voilà, comment j'ai converti ma femme en la bourrant parce que des fois, je pose le téléphone, je vais à la douche. Le téléphone, par exemple, ta formation tourne, donc elle t'écoute aussi inconsciemment, etc. Et en prouvant. Mais même mes parents, pour te dire, tu vois, j'ai commencé par eux au début de ce live. La SCI, c'était vraiment moi qui avais saoulé mon père pour qu'il ait un appartement pour sa retraite. Donc lui, pareil, crédit 8 ans, c'est payé dans 2 ans. Donc dans 2 ans, il a sa retraite, c'est payé. Mais là, j'ai réussi à lui faire comprendre le mécanisme du crédit long, le mécanisme du cash flow, le mécanisme que les intérêts d'emprunt, tu les déduis. J'ai aussi fait comprendre que son appartement là, maintenant, on est dans une SCI à l'IR, que son appartement là, fiscalement, va nous plomber tous les 4, mon frère, ma mère, mon père et moi, qu'il faut qu'il rentre un nouveau bien. Et là, c'est OK. Ça y est, c'est OK. Comme il a son bien à 500 euros par mois qui va être payé dans 2 ans, il a ses plus 500 euros. Lui, il voulait pas perdre à la retraite. Et oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il a dit, il les a. Donc, lui, ça lui dérange pas maintenant d'aller acheter un autre appartement et de l'échelonner sur 20 ans. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ça va s'équilibrer. Et ça, c'est à force de leur rabâcher. Et il est venu m'aider pour un immeuble. Et donc, c'était à la fin, on allait louer. Je dis à mon père, j'ai dit, tu vois, là, maintenant, il va être loué le mois prochain. C'est 1 100 euros qui rentrent. Et je paye pas le crédit avant 6 mois. Alors, il me dit, comment ça? Je dis, j'ai demandé un différé d'emprunt de 12 mois. Ah, on peut? Oui, on peut. Et j'ai dit, donc là, maintenant, je vais rentrer 1 100 euros par mois pendant 6 mois. Donc, j'ai un matelas de sécurité. Donc, s'il m'arrive quelque chose, j'ai pas besoin de prendre. Et là, il a percuté, il a rien dit. Ma mère m'en a parlé le lendemain, donc il est rentré, il a dû lui dire. Tu vois que je fais pas n'importe quoi. Il y a eu un silence qui t'a fait te dire, là, il a compris, quoi.
Voilà, ouais. Et que ma mère m'en ait parlé le lendemain. Ah, il différé d'emprunt, ça existe? Mais oui, ça existe. Faut en profiter. Ah non, ben ça c'est sûr. Hein. Alors c'est intéressant. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que on a glissé sur tes parents, mais moi je reviens sur les femmes. Toutes les femmes ne comprennent pas. Donc toi, tu as dit lui prouver. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Par exemple, quand tu vas dans les séminaires, tu peux l'emmener, tu l'emmènes, elle vient pas? Non. Non. Non, parce que bon, déjà, on a deux enfants. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez extraverti. Donc moi, si tu veux, je vais aller puiser. Je me barre 2 jours en séminaire. Je vais aller puiser le maximum de ce que je peux aller puiser des gens. Si je l'amène avec moi, elle va pas faire elle va peut-être plus rester dans son coin, mais parce que c'est son état d'esprit à elle. Ouais. Moi, je vais aller parler une demi-heure à un groupe, une demi-heure à un autre groupe. Je vais rester jusqu'à 5h, 6h du matin. Tu sais ce que je fais en fait quand je suis en séminaire? Je pars du coup 5 jours. Je pars 3 jours avec elle en vacances. Et elle prend l'avion le matin même. Moi, je vais au séminaire. Ah, c'est malin ça. Je l'inclus dans le truc. On se fait plaisir. On laisse les enfants chez mes parents. Donc, on se fait une petite 3-4 jours, un week-end. C'est malin ça. Après, moi, je vais à mon business. Et elle rentre. Et après, je la débriefe en rentrant de ce que j'ai appris, quoi, de qui j'ai rencontré, etc. Mais moi, si tu veux, et j'irai jamais avec un meilleur ami ou un copain ou quoi que ce soit, ou avec un investisseur. J'y vais seul, quoi. Parce que j'ai besoin d'aller à droite, à gauche. J'ai besoin d'aller parler. J'ai besoin presque, s'il y a un speaker absolument avec qui je veux aller serrer la main, d'arrêter de parler avec quelqu'un pour y aller. Et il faut que je sois seul. Ouais, tu es d'accord. Mais tu l'inclus quand même dans le processus, en fait. Voilà, ça dépend des femmes. Mais je pense quand même que ça peut être un gros problème de couple si la personne a ça dans son ADN, comme toi et moi, et que derrière, il a quelqu'un qui le tire vers le bas, entre guillemets, hein, j'appelle ça. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut être un gros problème de couple. Oui, si on a cette flamme comme toi et moi, on peut pas ne pas l'utiliser, sinon on devient malheureux. Ah, mais pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que c'est effectivement ça. C'est une question de survie personnelle. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je pense que moi, j'ai été avec d'autres filles avant d'être avec ma femme. Ma femme, elle a accepté cette partie de moi. Et je pense que si j'ai pas gardé les autres filles, c'est parce qu'elle l'acceptait pas, en fait. Tu vois, c'était au point où c'est dans le couple, en fait, si je voyais qu'il n'y avait pas d'acceptation sur ce point-là, il y avait plus de couple dans ma tête, en fait. Ça pouvait pas interférer avec mon projet, quoi. Voilà. T'as une ligne directrice. Et moi, je suis bien content que cette ligne directrice, ma famille soit inclue dedans. Bah, quand je dis ma famille, ma femme et mes 2 enfants, quoi. Après, même si mes parents ne sont pas, c'est pas grave, je les vois un jour par mon choix. Mais c'est bien, je suis content parce que j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu vois, cette maison-là, je suis en train de la négocier, celle que je parlais, où le monsieur a 60 000 et je lui passe à 17. Et j'ai dit, si tu veux, on l'achète avec la SCI. Alors, il n'a pas répondu sur le coup non plus, mais après, on en a rediscuté et ça serait bien. Parce que du coup, j'inclurai mon frère et mon père dedans et voilà, au fur et à mesure. Et puis, mon CNSCI à 4, tous les 4 vont gagner là-dessus. Ah oui, voilà, ça c'est sûr que c'est intéressant quand tu as la possibilité comme toi de le faire. Quand je te dis, je sens qu'il y a des choses où je suis bon. Et voilà, la négo, parler en public, tout ça, je sais que ça m'anime, j'adore ça. Et du coup, voilà, je laisse plutôt mon père après aller gérer le chantier s'il veut, mais même si j'aime aussi y aller, mais là où je suis vraiment bon, c'est aller baratiner le propriétaire en lui disant, mais regardez là, là il faut refaire ça, regardez la toiture, écoutez moi, votre bien il m'intéresse vraiment, mais regardez le prix du marché à Troften, là maintenant là ça va être la crise financière. Je dis écoutez, il va sûrement avoir une chute de l'immobilier. Vous pouvez pas vous baser sur les prix qu'il y avait l'année dernière. Regardez, ce bien-là, je l'achète. Après, ils veulent pas. Mais je passe à autre chose et je fais mon pitch à quelqu'un d'autre, quoi. Et après, quand c'est accepté, alors là, c'est nouveau justice, quoi. Hein, je veux dire. Ah ouais. Votre offre m'accepte ou allez, faites un effort de 1 000 €. Mais toi, tu l'avais prévu dans ta tête, cet effort déjà depuis longtemps. Ça, c'est magique. Et quand tu aides les gens un peu à investir et qu'ils te rappellent avec une excitation au taquet, avec 22 tensions, parce que un immeuble que tu avais discuté avec eux et tu avais dit ouais, amène plutôt la négo comme ça, et ils t'appellent le soir en te disant putain, il a accepté, t'es heureux, heureux pour eux. Je fais pas trop de coaching, etc., parce que j'ai pas le temps, mais quand tu arrives à faire passer un dossier de quelqu'un d'autre, tu le vis aussi toi-même un petit peu, quoi. Ah, mais c'est une vraie. Parce que tu y as contribué, donc c'est aussi un peu, tu fais partie du truc, quoi. Comment t'as fait pour tu fais beaucoup de rénovation, parce que c'est ce que tu as dit toi-même, hein, t'aimes ça. Comment on fait, parce qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent, qui se posent la question, comment on fait pour, tu vas me répondre, on fait les travaux, je le sais déjà, mais essaye de me répondre autre chose que ça. Comment on fait pour apprendre les travaux quand on n'y connaît rien?
fait ma formation. Quand on n'y connaît rien. Donc moi, j'étais issu d'une famille où on faisait les travaux soi-même, et à un moment ou à un autre, j'ai dit je peux pas avancer, j'avancerai pas assez vite si je fais tout moi-même. Je suis tombé sur Facebook, sur une page Facebook d'un artisan qui mettait ses avant-après. Ah Et ouais. je dis c'est ce mec-là que j'ai besoin. Je l'ai appelé. Le mec, bien sûr, surbooké au taquet. Je l'ai rappelé plusieurs fois. J'ai dit, même à un moment, je lui avais envoyé un SMS. Je lui ai dit, si vous voulez pas de mon chantier, dites-moi-le tout de suite, j'appelle quelqu'un d'autre. Bon, il est venu le lendemain, il m'a fait le devis. Je lui ai donné plus de 250 000 euros de travaux ces 3 dernières années à ce monsieur-là. Après, je suis sorti de ma zone de confort, j'ai investi en Alsace. Il n'y allait pas. Je lui ai demandé s'il voulait pas. Il a dit non, il a trop à faire ici. Donc, j'ai trouvé le même profil avec 2 salariés de plus, mais aussi sur Facebook. Une amie à moi a liké une salle de bain avant-après. Je suis allé sur la page, je l'ai aussi trouvé. Donc voilà, après, beaucoup de bouche à oreille. Toi, tu travailles avec qui comme électricien, le coiffeur? Tu demandes, faut en fait, voilà. Si je dois répondre, tu fais les travaux. Non, je vais répondre. Il faut poser des questions. Énormément de questions à tout son entourage. Quand tu es invité à manger chez quelqu'un, tu dis, t'as fait le placo? C'est qui t'a fait le placo? Tu me le conseilles. De toute façon, si c'est des cons, je veux dire, s'ils ont mal travaillé, Ils te le on diront. va pas te les conseiller. Ouais. Et comme ça, tu vas choper des numéros de téléphone de 5-6 électriciens, de 5-6 plaquistes. Et moi, attention, les mecs, ils rigolent même parce que quand j'arrive au chantier, j'essaie quand même d'y aller minimum 2 à 3 fois par semaine. Je leur pose énormément de questions aux artisans. Parce qu'il y a énormément de choses que je ne sais pas. Et quand j'arrive, je dis, mais comment tu fais? Mais pourquoi tu fais comme ça? Mais des fois, ils arrêtent de faire et ils me réexpliquent, quoi. Et comme moi, je voyais comment je faisais mes joints de placo, et après, quand j'ai vu comment ils faisaient, je leur demandais, tu me montres et tout, et etc. Et je leur expliquais. L'électricien aussi. Et en fait, chaque chantier, j'en apprends encore un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et du coup, après, tu fais le lien. On a un cerveau, on est des êtres humains. Ah oui. Ouais. Tu fais le lien quand tu vas visiter entre ce qu'il faut faire. Et après, tu connectes même les prix. Et je suis content parce que encore hier, on m'a demandé, quelqu'un avait fait faire un devis pour un truc. Et il m'a dit, à ton avis, ça coûte combien ça? Je lui ai sorti 3 000 euros. Le mec, il m'a regardé avec des yeux, il m'a dit, mais ouais, comment tu sais? Mais je dis, bah, à force de faire des devis, à force de faire des rénos, tu sais combien ça vaut. Ouais. Et ça coûte cher de rénover avec des bons artisans. Ah parce oui. que je dis aussi, si ça, je dois juste faire une parenthèse pendant ce live pour que les personnes qui trouvent que ça coûte cher de rénover, prenez voir un artisan pas cher et mauvais, ça vous coûtera encore plus cher. Ah oui. Et les bons artisans coûtent cher, mais c'est le prix à payer pour avoir la tranquillité après d'avoir un locataire qui t'appelle pas parce que ton chiotte il fuit, etc. Mais poser énormément de questions. C'est vrai, au début, t'as pas d'artisan. Putain, merde, mais je connais personne. Si t'arrives dans un nouveau lieu, t'es muté, bah, pose au moins les questions à tes collègues. Pose au moins tes questions à ton boulanger. Va chez le boulanger vers 11h quand il y a moins de monde et tu dis, oui, est-ce que vous connaîtriez pas, nanani, nanana, et tu chopes comme ça les numéros de téléphone, tu les fais venir, tu leur fais faire les devis, et tu sens aussi, c'est une fibre à avoir avec la personne. Si l'artisan, il te dit, oui, mais tu sais, si toi, parce que toi, tu as peut-être une idée, ouais, mais si tu fais peut-être comme ça, tu vas utiliser moins de placo, ça va te coûter moins cher. Le mec, il fait pas juste ses métrés et il te fait ton devis. Il te donne aussi un avis. Moi, mes artisans, ils prennent leurs photos, ils me montrent ce qu'ils ont fait avant, etc. Et tout ça. Moi, dans toutes mes douches, si tu veux, je monte deux carreaux de Carlis, tu sais, Ouais. et je maçonne pour pouvoir poser les gels douche, D'accord. tu vois. C'est tout. Ah oui, mais je fais ça maintenant de tu toutes fais mes douches. un rebord, quoi, tu veux dire. Ouais, un rebord de deux carreaux de Carlis, si tu veux, on est à peu près à 1 mètre, et je mets ça dans la longueur de mes douches italiennes, tu vois, et là-dessus, les gens peuvent poser des gels douche, tu vois. C'est un de mes artisans qui m'a appris ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Des petits détails comme ça, tu vois. Nous, on fait plus de. Je suis en train de regarder là, si j'ai pas des photos de nos dernières salles de bain. Nous, on fait plus de niche maintenant. On essaye de faire, tu sais, tout. Des belles douches à l'italienne sans aucune marche. Maintenant, c'est notre délire. Oui. On est dans ce délire-là maintenant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on faisait des rebords et c'est vrai que c'est sympa. C'est apprécié quand c'est bien intégré, que ça fait pas de Surtout, moisissure. ton locataire te perce pas un trou pour accrocher un truc. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Mais on partait du principe, nous, qu'avec une belle douche à l'italienne, c'est vrai que c'était. Voilà, tu le poses par terre. Bon, après, ouais, mais j'entends. Je regarde, je sais pas, mais non, j'ai plus de photos de mes trucs. Comment. Pareil, alors je te pose une question rigolote sur laquelle je pense qu'on va pas mal échanger. Quand tu rentres dans un bien, tu sais tout de suite s'il est pour toi ou pas. Tu vois, il y a des critères comme ça qui te font te dire c'est pour moi, c'est pas pour moi. Ouais, bah, généralement, si ça pue, c'est pour moi. Ah, mais il y en a, t'as envie de vomir. J'ai acheté une maison, j'avais envie de vomir. Ah ouais? Ouais, il y avait de la merde, de la pisse, voilà. Et je l'ai acheté, hein.
Et je l'ai vidé moi-même. Ah ouais. Ouais, il y avait des slips et tout ce qui m'a bien. Non, bref, c'était une famille qui était, c'était aussi une saisie. Hein. Et je sais s'il est pour moi, oui. Après, est-ce que ma négociation va passer? Ça, c'est plus à moi après je peux être bon comme je veux, mais si le propriétaire refuse catégoriquement, voilà. Mais ouais, j'ai énormément de certitudes. J'ai énormément de certitudes pour certains biens. Je dis, je suis là, je vais l'acheter. Il y a vraiment un type de bien, voilà, qui sont pour toi, quoi, sur lesquels tu te dis, c'est celui-là, quoi. Ouais. Après, il y en a, ça passe pas, hein, parce que la négo, elle passe pas. Hein. Il y a des gens après qui passent derrière toi et qui font une offre plus élevée, elle est acceptée. Mais ouais. Si tu veux, là, il y a un immeuble. C'est un immeuble de 4 lots. Il y en a plus que 3 à la vente parce que le propriétaire a vite vendu un lot avant d'être saisi. Je l'ai visité en juin 2019. Je savais déjà que c'était pour moi. Ah ouais. Et il n'a pas été vendu. Et là, j'ai fait une offre pendant le confinement. Je savais que c'était pour moi parce que c'était un secteur où je voulais me diversifier. C'est là où j'ai un magasin. C'est en Alsace aussi, mais je voulais me diversifier un petit peu géographiquement. C'est entre chez moi et Strasbourg. Donc, si tu veux, sur la ligne, je pouvais aller à Strasbourg et m'arrêter là-bas. En même temps, c'est dans la même ville de mon magasin. Et quand l'agent immobilier m'a appelé, il m'a dit vous m'aviez fait une offre, elle passait pas, mais là, refaites-moi une offre de nouveau parce que je pense que ça va passer, parce que derrière, la banque, elle pousse un peu. J'ai refait une offre moins chère encore que ce que je lui avais fait Elle est passée. Si tu veux, j'en ai proposé à l'époque 100 000 euros pour 2 appartements. C'est un immeuble 4 lots. Le rez-de-chaussée a été vendu 100 000 euros. 60 mètres carrés par le propriétaire. Le propriétaire vit au dernier étage. Il y avait le premier et le deuxième étage à vendre. J'ai dit, ouais, mais moi, je vous ferais bien une offre à 100. C'était 64 et 67. J'ai dit, je vous ferais bien une offre à 100 000 pour les deux. Il m'a dit, hors de question, ça passera pas. J'ai dit, ouais, mais, et là, quand il m'a rappelé, donc quand il me rappelle, c'est toi qui es en position. Ah oui, là, clairement. Oui, mais j'ai dit, le propriétaire, il est toujours au-dessus. Il me dit oui. Je dis, mais moi, je veux pas l'acheter avec le propriétaire au-dessus. Moi, je veux dire, s'il y a le propriétaire en bas au rez-de-chaussée qui est très bien, je suis allé la voir. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, moi, je veux une offre pour les 3. Alors, il m'a dit, oui, mais au niveau du mandataire, il est encore pas expulsé. Je dis, c'est pas grave. J'ai dit, je fais de mon affaire personnelle l'expulsion. Donc, j'ai fait une offre à 117 pour les 3 lots. Ah ouais. Sachant que il y a 2 ans, le propriétaire avait vite vendu 100 000, et ils ont la même taille. Hein, ah ouais. Plus, ah ouais. Si tu veux, voilà. Après, si c'est accepté, il va falloir que j'aille voir le propriétaire. Il va falloir bien. Non mais. Il va falloir que je propose de sortir, etc. T'as du boulot derrière. Et derrière l'immeuble, il y a 4 bennes de merde qu'il a entassé à sortir. Donc voilà, je l'avais fait 107 à l'agent immobilier, j'avais dit 107. Il m'a appelé, il m'a dit, écoutez, je dis ouais, mais il faut que le jeu envoie la chandelle. Je dis, je vais me choper les emmerdes. Mais derrière, il faut que ça vaille le coup financièrement. Mais 117, ça vaudra encore le coup. Il y a une maison de retraite juste en face. Il y a une grosse usine qui brasse presque 1000 personnes à 500 mètres. Donc ça, je louerai. Il n'y a aucun problème. Je louerai et je revendrai. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors c'est intéressant. Je pense que tu as coupé la chic à tout le monde. Il n'y a pas de questions. Les gens ils t'écoutent religieusement. Il y a beaucoup de monde. Mais personne posez des questions. Il ne va pas vous manger. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'il dit, je pense que vous l'avez remarqué, il connaît très bien son secteur. Là encore, il vient de dire quoi? Il vient de dire en face, il y a une grosse usine. Il y a 1000 personnes qui vont y travailler. Je n'aurai pas de problème pour louer. Encore une fois… Il y a pas de mystère, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il travaille. Enfin, je parle pour toi, hein, tu m'excuses, hein, mais je me permets. Tu agis sur des choses que tu connais, et quand tu commences, comme là, tu l'expliques, à t'exporter, à te déplacer, c'est parce qu'à un moment donné, tu es suffisamment assis pour te permettre de le faire. Enfin, exactement. Si je peux me permettre d'analyser ta situation. Et l'immeuble de Metz, que je vais signer la fin du confinement, je ne connais pas du tout le secteur. Par contre, un associé à moi qui a investi dans la private equity, où je suis associé avec lui dans la holding, que j'ai rencontré pour la première fois dans un séminaire en 2017, m'a appelé, parce que cet immeuble-là, ça fait 20 mois qu'on est dessus, hein, il m'a appelé pour aller visiter, et il m'a dit, je viens de faire une visite mémorable, mais c'est trop gros pour moi. On a discuté, j'ai appelé ma remplaçante le soir, je dis, tu travailles demain, parce que moi, il faut que j'aille visiter un immeuble à Metz. J'ai pris la voiture, je suis allé visiter, on a revisité le lendemain. C'est moi qui me suis occupé de la négo, c'était affiché 220, on a fait une offre à 157 qui a été acceptée à 163, pareil, une liquidation aussi. Je ne connaissais pas du tout le secteur, par contre j'avais confiance en mon associé, qui habite aussi à 150 mètres de l'immeuble, qui m'a montré tous les biens, on a passé la journée, il m'a montré tous les biens qu'il a visités, les immeubles qui ont été visités et à combien ils ont été vendus. D'accord. Beaucoup plus cher que ce qu'on achetait.
Après, donc je dis vas-y, Wallagan, moi je te fais confiance. On va partir sur une division, hein, une division plus location Airbnb. On est au taquet. En plus, enfin voilà, on veut le presser au maximum de ce qu'on peut presser. On a déjà la femme de ménage, on a déjà tout. Lui, il fait du Airbnb dans ce secteur, donc il connaît le secteur. Il me montre ses chiffres de ses studios qu'il loue. Donc on a le retour. Après voilà, on est en période de confinement, ça c'est voilà, c'est. Mais donc je dis, je te fais confiance. Donc pareil, on s'est dit, bon, moi je lui dis, je veux pas que tu sois seul à gérer ça. Moi, je pourrais pas venir toutes les semaines non plus parce que voilà. J'ai dit, il faudrait qu'on l'ouvre encore à d'autres investisseurs. En séminaire, on a rencontré un autre gars de Nancy et coloc, beaucoup d'immeubles, jeune, hein, beaucoup plus jeune que moi déjà, bien, un peu un ingénieur. Hein. Bah, il est ingénieur et tout a, tu vois, des tableaux Excel pour tout. Tu vois vraiment le mec qu'il faut pour me cadrer moi. Moi, je suis plus foufou, mais lui, il est plus là à me cadrer et on a besoin de ça. Et après, on a dit, vas-y, on va encore chercher un quatrième, un gros friqué, plus âgé. Et on a cherché le mec, 55 ans, directeur d'un point P, plus de 500 000 euros de cash, etc. Et je pense qu'on a vraiment un bon pool. Super. Ouais, quoi. Ouais, un bon mais, pool. et là, par contre, je ne connaissais pas du tout le secteur. Par contre, j'ai un associé qui prendra son vélo, qui ira sur le chantier, qui nous fera les vidéos, etc. Et de toute façon, voilà, moi, c'est quand même prévu que je me bloque pendant la démolition, on va la faire nous-mêmes, que je me bloque du temps pour y aller. Et on a réparti les tâches, si tu veux. On a appelé le mec, le directeur du point P, qu'on a aussi rencontré dans une masterclass, et on lui a dit, voilà, on a ce projet qui va cracher tant et tant, on l'a négocié tant et tant. On a besoin, pas que tu dépenses, tu nous donnes de ton argent, mais que tu nous augmentes notre scoring bancaire via ton profil. Et en même temps, il nous a ouvert un compte point P avec ses prix là. La plaque de placo, on va l'avoir presque gratuitement. Quand tu vois les vrais prix, ça pique hein, quand tu sais ce qu'ils peuvent faire réellement. Ça fait bizarre. Hein. Moi aussi, j'ai eu accès une fois à une période très courte. J'ai eu accès à des prix vraiment bas. Je me suis dit, les mecs, quand même, il y a quand même de l'écart. Quoi. Sur le devis, au niveau du matos, on gagne presque 90 000 euros. Et ouais, mais je suis pas surpris. Je te crois. Gabi pose une question intéressante. On arrive au bout, hein, donc les mecs, posez vos questions. Je vois qu'il vous a coupé la chic. Ça me tue un peu d'ailleurs. Donc likez, partagez. Gabi dit, est-ce que ton mindset, ton état d'esprit a un lien avec la boxe? Est-ce que tu penses que la boxe t'a aidé, le sport, du coup, de manière plus large, t'a aidé dans ta façon d'être au quotidien? Je suis boxeur, bagarreur. Bagarreur m'a pas trop aidé dans la vie, mais je pense que tu peux parler à beaucoup de personnes qui me connaissent vraiment bien, et je pense que si devait emmener une personne à la guerre, je pense que c'est moi qui l'emmènerais. Bon. Parce que même à terre, je peux encore mordre. Quand je veux pas lâcher, je lâche pas. Je te crois. Et du coup, je suis plus axé maintenant sur du coaching individuel en boxe et je fais plus. Si tu veux, je prends moins de coups. J'en donne avec mon coach, mais moi, j'en prends moins. Et je pense, ouais. Bah, c'est un état d'esprit. J'ai un frère qui a 6 ans de moins que moi, qui travaille à SNCF. On est fusionnels tous les deux, mais on est à l'opposé. Et quand je lui dis des fois, tu ferais mieux il a acheté sa RP, une grosse maison, il a bien baissé, il a un bon taux d'endettement, etc. Je pense qu'il pourrait encore emprunter pour un truc pas trop cher. En plus, chez nous, c'est pas trop cher. S'il faisait les travaux lui-même, ça l'intéresse pas. Mais moi, c'est ma vie et c'est un état d'esprit. Et c'est pour ça qu'aller dans des séminaires et c'est pour ça, quand tu as écrit ce livre, tu es rentré dans j'avais l'impression que tu avais pioché des choses dans mon cerveau. Et c'est pas pour rien que toi et moi, on discute aujourd'hui. Ah oui. C'est parce que, et pour les personnes qui sont connectées, je vois plus le chat. Si vous êtes là, c'est que vous avez aussi un peu ce mindset, sinon vous ne ferez pas chier à nous écouter parler. Non, mais ça c'est sûr. Autant que ça semble en fait, c'est comme ça. Après, ils se font pas chier quand même, Michael, parce que là, je pense que tu les as pas, ne minimise pas ton intervention, merde. Non, mais je pense que peut-être d'autres personnes peuvent dire non, mais moi je vais regarder les bronzés là, non, les Marseillais ou je sais pas trop quoi là, à la télé, tu vois. Mais quand tu es dans cette démarche, après bon, ça c'est un sentiment personnel que je vais partager, mais je pense que quand tu es dans cette démarche, en fait, tu es avide, comme tu l'as dit, de poser des questions, de comprendre, même de mettre en place en fait, parce que quand tu as compris, tu as envie d'essayer, et c'est vrai que je pense que
comme tu dis, voilà, après on est attiré vers les gens qui sont dans la même dynamique, dans la même direction. Et comme il n'y en a pas beaucoup finalement qui sont... et puis il y a des degrés différents. Il y en a qui sont juste intéressés, il y en a qui sont plus intoxiqués, il y a les très gravement intoxiqués comme nous. Donc après, voilà, selon ton degré, tu as quand même besoin d'aller au contact de ces gens-là. Moi je me permets quand même de le dire, moi je pense que le sport a un lien avec tout ça. Parce que moi j'ai fait un peu de boxe anglaise. Je me rappellerai toute ma vie de mon premier combat en fait. J'oublierai jamais. J'avais jamais. Moi, j'étais pas bagarreur, donc j'étais pas quelqu'un qui se battait. J'ai toujours fait de la natation. Tu vois, la natation, c'est pas du tout un sport violent. Et la première fois que je suis monté sur un ring, en fait, le premier truc que je me suis dit dans ma tête, c'est pourquoi je me bats en fait. Quand j'ai été en face du gars, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous en fait. J'ai pas du tout envie de me battre avec ce mec. J'ai pas de raison de le taper, tu vois. Et le deuxième truc que je me rappelle, c'est quand j'ai pris des coups, ça m'a donné conscience que j'étais pas en sucre en fait. Tant que t'as pas pris de coups, tu te rends pas compte à quel point t'es solide. C'est marrant, mais la natation, c'est un sport beaucoup plus, t'es un peu protégé dans l'eau en fait. Et du coup, t'as pas ce rapport violent avec ton corps. Et moi, la boxe, ça m'avait vraiment montré, voilà, qu'on n'est pas en sucre quoi. Et c'est vrai que ça, je pense que toi, tu peux le confirmer, ça endurcit quand même un peu. Hein. Moi, ça me fait du bien. Quand j'ai fini, j'ai pris ma douche et je me sens bien psychologiquement, quoi. Ah mais ouais. Ça vide, ça te vide, t'es calme. Et puis quand on a une vie quand même qui génère du stress, hein, je veux dire, enfin, je veux dire, voilà, là, j'ai fait 17 banques, hein, on a fait 17 banques pour l'immeuble à Metz, hein, malgré le fait qu'on avait quand même 4 associés solides, on a fait 17 banques. Des fois, ça fait du bien de lâcher la sauce pour déstresser un peu, ça. Etc. On savait de toute façon, mais c'est ce que je dis toujours. Je sais que j'y arriverai. C'est juste savoir quand. Et à la limite, je m'en fous. Je reste sur ma ligne, je reste sur la route, je continue à rouler. À un moment ou à un autre, j'y arriverai. Après, il y a des choix. Tu peux tourner à droite et prendre un raccourci qui va te faire aller plus vite, etc. Comme vendre un bien, ou etc. Des choses comme ça, ou vider mon PEL, ou mettre de la porte. mais si tu veux. J'avance et tu vois là, le sport, la famille, hein, très important, très important. Oui, je pense que je ferais pas la moitié des choses si ma femme n'était pas là. Je sais pas. Parce que quand je rentre le soir et de me poser et de discuter avec elle de ce qui se passe, etc. Même avec les salariés, etc. Voilà. Tu ressors les choses et t'es pas seul, quoi. Je veux dire, surtout qu'elle est intégrée. Elle travaille avec moi depuis maintenant 2 ans, donc elle est intégrée dans le projet. Et en même temps, je la vois, elle, évoluer aussi, un peu de son côté. Là, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat aussi. Donc, je suis fier d'elle. Et en même temps, je vois qu'elle évolue aussi. Elle évolue. Voilà, ouais. Elle évolue, ouais, parce que je pense après, il y a un rapport de jalousie peut-être qui peut se former ou des choses comme ça, où on se comprend plus, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est-à-dire, nous, on évolue de notre sphère et qui sont identiques. Donc, ça serait difficile de pas se comprendre. Et ouais, c'est vrai que c'est intéressant quand l'évolution elle est commune et qu'elle permet aux deux d'en tirer quelque chose. Gabi demande quelle est ton inspiration ou ton modèle? Si tu en as une. Modèle. Une inspiration ou un modèle? Ouais, j'en ai eu. Mes modèles, ils évoluent en fonction de mon parcours aussi, parce qu'au début, si tu veux, moi au début, il y a 5-6 ans, c'était un agent immobilier qui m'a vendu 2 maisons et il a commencé comme boucher. Et après, il était chef de rayon au Leclerc. Et après, il a racheté une agence immobilière. Il en a créé une deuxième et il a acheté de l'immobilier. Et lui, c'était un peu mon modèle au début. Maintenant, je trouve que c'est un chien parce que c'est impossible de faire des négos avec lui. Mais ouais, j'ai des modèles sur le net. Tu t'inspires des investisseurs finalement au moment où tu en as besoin. Voilà, ouais. Mais si tu veux. Toi, tu as un modèle, tu vois. Oh non, n'exagère pas. Si, quand même, parce que et j'achète pas des formations. Je t'ai dit, j'ai acheté des formations que de deux formateurs. Hein, je te l'avais dit. Oui, je sais. Ouais. Et je pense qu'il faut il faut que la personne t'inspire et que en plus de ce qu'il va t'apprendre, tu t'imprègnes de la personne, quoi. Et je dis que tu es un modèle parce que j'ai lu ton livre et je comprenais pas le titre au début. Ah oui. Je l'avais dit. Ouais. Et en fait, t'es pas parti de 0, quoi. T'es parti de moins 300. Et t'es là où t'es enfin, tu vois, généralement, on part de 0. Oui. Même déjà de plus 10 000 et t'expliques bien comment t'as réussi à monter les échelons. Donc oui, à partir de là, t'es un modèle. Et c'est ça qui m'a fait cliquer sur le programme 10 millions.
parce que je dis comment ce mec ne peut pas ne pas m'apprendre quelque chose. Si tu veux, j'ai un autre agent immobilier maintenant, celui qui m'a vendu tous les biens en liquidation, qui lui est marchand de biens et qui veut maintenant pour sa retraite. Pour sa retraite, le mec, son délire, c'est aller investir en Allemagne. J'ai une question pour toi dans ce sens-là. Ouais, si tu veux, moi, ce que je voudrais, et je lui ai demandé, alors il est flou, hein, c'est un marchand de biens à l'ancienne, hein, il cache tout et tout. Mais je comprends. Je voudrais qu'il m'emmène avec. Ah ouais, t'as raison. Là, je parlais avec un autre marchand de biens de Bordeaux qui me dit et qui est en train de me dire les investissements qu'ils font. Là, on parle en millions d'euros. Il est en train de vendre tous ses biens personnels, sa voiture, son scooter, etc. C'est des gens qui m'inspirent. J'en ai plein, si tu veux. Tu vois, je vais pas des Warren Buffett. Si le mec d'Apple, quand tu lis sa biographie, Steve Jobs, c'était un fou le mec, c'était un taré. Mais je voudrais même pas sa vie parce que si tu veux, si tu regardes un peu ce que sa fille dit de lui, moi je voudrais quand même que mes enfants, à aucun moment, mon business prendra le dessus sur ma femme et mes enfants. Ouais, mais ça se voit, tu as des valeurs et tu restes dans un ordre logique et ton objectif, il est quand même très présent dans ta vie, tout en le compartitionnant de sorte que ça semble correctement. Mais bon, c'est pour ça que tu es là aussi, hein. Moi je t'apprécie aussi. Oui. Donc voilà, on a des valeurs communes et c'est ça qui est intéressant. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir pourquoi tu ne ferais pas… Alors attends, comment c'est sa question ? Il y a quelqu'un qui voudrait savoir pourquoi tu ne créerais pas un programme sur les liquidations judiciaires vu ton expérience sur cette niche-là. Parce qu'il n'y a pas forcément assez de… tu t'en parlerais pendant quoi, 2-3 heures. Je vendrais ça quoi, 150, 200, 300 euros. Je trouve que je volerais la personne, quoi. Je veux dire. Et puis des liquidations judiciaires, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il faut juste avoir le réseau. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut développer le réseau. C'est des gens qui sont accessibles, mais qu'il faut atteindre, quoi, voilà. Ce que je dis bien, c'est que moi, je l'achète en liquidation, mais dans un circuit traditionnel de vente, avec un agent immobilier qui le met en vente sur Internet. J'ai jamais acheté en liquidation aux enchères. Je sais pas comment que ça se passe. J'ai même pas trop envie. Oui, mais tu peux. Je pense que par ton réseau, je me permets de te le dire parce que moi, dans mon réseau, j'ai le circuit de la liquidation. Moi, il m'est arrivé une fois réellement. J'ai acheté. Ça m'est arrivé qu'une fois. Après, les autres fois, pour diverses raisons, je pouvais pas ou j'étais sur d'autres trucs. Mais une fois, j'ai acheté un bien avant que la liquidation soit prononcée. C'est-à-dire que on m'a informé, la personne, elle avait une liste, j'étais sur la liste, non, il fallait acheter cash, j'ai acheté cash, j'ai eu le truc, bon voilà, je fais une super affaire, mais tout allait se déclencher et j'ai eu l'information avant que personne ne puisse savoir. Je pense que tu es en mesure de pouvoir avoir ça toi aussi. J'ai eu aussi, ouais, c'était un héritage et il y avait trop de dettes, donc les enfants n'acceptaient pas l'héritage. Et il fallait juste mettre le prix des dettes de la personne avant que ce soit mis en liquidation. Et moi, je trouvais que c'était encore trop cher, alors je l'ai pas. Je pensais pas que tu allais dire ça, là, quand même. L'agent immobilier, c'était un autre, il m'a dit « Michael, attention, parce que quand ça sera le mandataire, ça sera sûrement plus élevé. » Je dis « ça quand même le mandataire, on verra comment revenu. » Et tu sais quoi, ça fait 4 ans, je passe devant cette maison tous les jours. Pour l'instant, elle est toujours pas en vente. C'est très très long, les liquidations. Oui. Là, je vous dis, l'immeuble, 20 mois, j'ai fait du 18 mois. Alors quand tu as un compromis à 200 euros du mètre carré et que ça prend autant de temps, tu as envie de l'acheter, quoi. Tu as envie que ça crache, quoi. Mais bon, c'est le prix à payer des fois pour les bonnes affaires, quoi. Là, on est d'accord. Là, on parle réellement des fois de patience parce que on reste en France et il y a une certaine inertie en termes d'administratif. Que penses-tu d'investir à l'étranger? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que quand tu seras suffisamment solide en France, tu vas aller à l'étranger? Alors, pour être assez solide en France, je pense qu'il me faut encore un bon paquet de lots. J'aimerais vraiment pouvoir me former avec ce marchand de biens qui veut investir en Allemagne, parce que l'impôt sur la plus-value en Allemagne, je connais pas du tout, mais ce qu'il m'a dit est quand même beaucoup plus avantageuse en Allemagne, l'impôt sur la plus-value, qu'en France. Et lui, il reste dans un mindset de marchand de biens, donc il pense plus-value, revente, etc. Et il prend sa retraite l'année prochaine. Moi, je vais pas le lâcher, hein. C'est un mec qui pourrait être mon père, presque mon grand-père. Moi, je vais poser congé. J'ai dit, il y a des jours, je dis emmenez-moi avec dans la voiture. J'ouvre pas la bouche. De toute façon, je sais même pas parler allemand. J'ai vachement apprécié ton live avec le monsieur. Je le suis sur Insta et je le suis régulièrement.
qui a investi en Pologne. Ah oui, oui, oui. Ouais. Je pense qu'il faut se diversifier. Et toi aussi, je sais que tu as prévu de te diversifier dans d'autres pays. Et je pense qu'à un certain degré d'investissement, c'est comme moi dans mon village, c'est bien et pas bien. À un moment ou à un autre, il faut que j'arrête tout le temps dans le même village. Si on change de maire, si l'usine qui est dans le village ferme, voilà. Donc moi, je pense qu'il faut que je me diversifie. Allez, à partir de 25 lots en France, 25-30 lots en France, 25 lots, je pense que je pourrais commencer à me diversifier. Et du cash, parce que voilà, lever des fonds, c'est pas pareil pour la France que pour l'étranger. Ah oui, l'étranger, il faut que tu arrives avec du liquide. Ouais. Être prêt à mettre un 50-60% d'apport, c'est ça. Voire même plus. Même plus, c'est ça. Selon la stratégie et le pays que tu choisis, il faut être prêt à mettre plus. Ouais, effectivement. Non, mais... Mais ça donne envie. Hein. Moi, je l'ai écouté justement dans mon chantier, le replay. J'étais en train de poncer mes poutres. Et donc, je me suis dit, dès que j'ai un peu de cash, que je sais que je peux le dépenser, il faudra que je le contacte, mais je le suis déjà presque depuis 1 an et demi sur les investissements en Pologne. La Pologne, c'est ce que j'expliquais, ça a mal été perçu par ma communauté. Encore une fois, l'intérêt de la Pologne, c'est le nombre d'unités que nous, on n'aura jamais en France. Enfin, il y en a, mais c'est très rare. Moi, il n'y a pas longtemps, sur mon marché, il y a 135 appartements qui se sont vendus en un seul lot d'immeubles. Mais je crois que j'en ai vu 3-4 passer en 17 ans d'expérience sur un marché. Ça ne court pas les rues. Alors après, bon, voilà, on parle de gros montants et tout, mais ça, en Pologne, il y en a beaucoup. Nous, on n'en a pas tant que ça, des gros lots comme ça. Enfin, si, il peut y en avoir, mais ça va être géré par des grosses foncières auxquelles tu n'as pas forcément accès sur le marché. Bon, bref. Allez, on va finir, on va clôturer avec les dernières questions. Tous Millionnaires nous dit qu'il va y avoir plus de liquidation avec la récession qu'il va y avoir sur le marché. Là, je ne te pose pas la question, Michael. Juste, encore une fois, Tous Millionnaires, je ne remets pas en cause qu'il se passe quelque chose économiquement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent à une grosse crise. Moi, je suis, comment je vais dire, dans l'expectative de ce qui va se passer. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense que ce n'est pas le propos de ce soir. Par contre, la question de Gabi, on clôture avec celle-là. Comment rencontrer des marchands de biens sachant qu'ils se cachent? Pour acheter un appartement. Bonne réponse. Parce qu'ils ont quand même, ils sont quand même par moments des fois pressés par le temps. Et du coup, moi j'ai visité des immeubles vendus à la découpe, des appartements d'immeubles vendus à la découpe par des marchands de biens. C'était souvent des agents immobiliers. J'essayais de gratter pour savoir qui c'était, quoi. Le réseau, c'est hyper important, quoi. Oui. Et moi, franchement, j'aimerais être staffé, épaulé, staffé par un marchand de biens, mais physiquement, parce que dans ma ville, c'est Sarrebourg, hein, c'est dans 57 400. J'ai déjà essayé de chercher, hein, j'ai déjà essayé de chercher s'il y avait un marchand de biens dans cette ville, quoi. J'en ai pas trouvé pour l'instant, quoi. Alors, il y a un autre mec là qui est en train d'acheter tous les immeubles de la ville, c'est un diagnostiqueur. Et je sais que ce mec-là, j'irai le voir un jour. Quand j'aurai un diagnostic à faire, j'irai carrément demander à prendre rendez-vous avec le patron. Parce que quand je visite un immeuble, le lendemain, il est acheté par ce mec-là. Parce qu'à chaque fois, je demande qui. Et le mec achète à peu près au prix, mais il est dans une stratégie, il a 56, 57 ans, il a une boîte de diagnostic qui cartonne. Et donc, il est dans un truc, voilà, de placer son argent, quoi. Mais je pense que c'est des bons contacts. C'est une très bonne idée ce que tu viens de dire et je vais un peu l'appuyer. Les marchands, il y a 2 moments où tu peux vraiment être en contact avec eux. C'est quand ils sortent le programme et qu'ils vendent les premiers lots et tu vas un peu les impacter parce qu'ils sont contents de voir leur première vente, et les derniers lots parce qu'ils sont pressés de les liquider. C'est les 2 meilleurs moments pour rentrer en contact avec un marchand. Voilà. Michael, je te remercie. Merci pour tout, les histoires, le partage. C'était un vrai plaisir. Je sais qu'ils ont adoré parce qu'en fait, tu leur as coupé la chic. Et il y a beaucoup de monde. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci beaucoup à toi, Michael, d'être venu partager. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Tu reviendras, je pense, parce que je pense qu'on verra comment ça va s'organiser. Voilà, je te réinviterai avec grand plaisir. Comment ils peuvent te contacter? S'ils veulent te contacter, je te laisse, débrouille-toi avec eux. Ils peuvent s'abonner sur YouTube, l'investisseur boxeur, et sur Instagram, l'investisseur boxeur. Ils peuvent m'écrire. Je réponds à tout le monde. Tout le temps. Bon, ben voilà. Investisseur boxeur, Instagram, YouTube. Instagram, c'est là où je suis quand même le plus connecté. Allez. Je te remercie d'être venu. Merci à vous tous. On se retrouve demain. Qui c'est qu'on a demain? Demain, on a Adam. C'est un marketeur. Venez. Il est super aussi, de super valeur. Il y a des membres du groupe privé qui l'ont rencontré dans des repas. C'est un mec en or. Vraiment. De toute façon, je fais venir que des gens bien. Voilà, vous avez vu, Michael, il a les mêmes valeurs que nous. J'essaye de. Voilà, je fais venir que des gens qui partagent nos valeurs. Donc, merci à toi encore. Merci à tous d'être présents. À demain. Bonne soirée. Salut. Ciao. Ciao.